de Servigne. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. On vous reçoit pour parler d'effondrement, tout un tas de choses connectées avec ce sujet. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Eh bien, j'ai une formation scientifique. En ce moment, je fais plutôt des conférences, j'écris des articles, des livres. Je suis papa de 2 enfants. Voilà, et j'habite dans les montagnes. J'ai quitté la ville il y a 3 ans. Voilà. Vous avez fait de l'éthologie ? J'ai fait, dans mes études, j'ai commencé par agronomie des régions tropicales. Et puis, ça m'a vite déçu, en fait. Enfin, c'est Pourquoi ? pas ça que j'attendais. L'agriculture comme ça, conventionnelle. Puis, en fait, l'option tropicale, c'était marrant parce que c'était le développement. Donc, nous, les petits blancs, on allait développer les pays Les petits noirs ? tropicaux. C'était pas trop ma conception des choses. Du coup, j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé un prof de zoologie qui m'a initié aux fourmis. Du coup, j'ai fait de la recherche, c'était mon rêve d'adolescent. Et j'ai pu me brancher sur la recherche sur le comportement des fourmis. Puis j'ai enchaîné un DEA et puis une thèse sur les fourmis. Vous connaissez l'algorithme de la fourmi ? Non ? On reviendra sur ce sujet plus tard. Pourquoi le sujet de l'effondrement ? Comment ça vous est venu ? Alors c'est arrivé en quelle année ? Ça a été un déclic ? Ça a été un éclair de lucidité ? C'était quoi ? Ça a été plusieurs déclics. C'est venu plus tard, en fait. J'ai fini ma thèse en 2008. J'ai pas continué la recherche. Et du coup, j'avais déjà, en lisant tous les... Comme je bossais sur l'écologie, l'évolution, l'éthologie, tous ces thèmes-là, j'étais abreuvé de publications, de chiffres sur la biodiversité, le climat, j'avais touché un peu à l'énergie, tout ça. La politique, j'étais assez engagé, en tout cas politiquement, du coup, De quel bord ? libertaire, anarchiste, pendant une dizaine d'années. Donc j'avais 2 vies parallèles, en fait, puis elles se sont un peu touchées, rejointes. Et puis voilà, la conscience du monde, quand j'ai eu 20 ans, je me suis conscientisé, j'ai commencé à me positionner par rapport au monde, etc. Et puis, et en fait, en quittant en 2008 la recherche, j'ai trouvé, une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté la recherche fondamentale, c'était que c'était pas assez engagé dans le monde. C'était super comme métier, j'ai étudié les fourmis, et c'est magnifique, sauf que, so what, quoi, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et du coup, en sortant, j'ai fait de l'éducation populaire, c'est-à-dire que ce que je savais faire, c'était écrire des articles et parler aux gens, faire des PowerPoint, et voilà, analyser, synthétiser et rendre Des choses plus intelligibles ? ouais, voilà. Et puis les déclics, c'était... j'avais cette mauvaise... pas pressentiment, mais mauvaise sensation que les choses vont pas bien. Et puis le grand déclic, c'était le livre de Rob Hopkins, Manuel de transition, parce que là, c'était le premier qui faisait la connexion entre le climat et le pic pétrolier, 2 sujets que je connaissais comme ça un peu séparément, mais le déclic, ça a été de les rassembler. Et là, tout s'est interconnecté, et je me suis dit, attends, il y a un truc trop énorme. Donc il y a eu l'avant et l'après, en quelque sorte, un grand choc, et puis j'ai dit à mes collègues d'éducation populaire, c'est une association à Liège qui s'appelle Barricade, il faut qu'on se mette là-dessus. On a fait participer à l'émergence du mouvement de la transition en Belgique. Le livre, du coup, a été traduit en français. C'était 2008 en anglais, je crois, et 2010 en français. Et on est tout de suite parti là-dessus, ça m'a passionné. Et le thème de l'effondrement, alors c'était pas encore là à l'époque, mais je crois que c'est 1 ou 2 ans après, j'ai fait une étude sur l'agriculture sans pétrole. Donc ma formation en agronomie, et collé au pic pétrolier, ça donne quoi ? Et du coup, les agronomes, en fait, ils parlaient souvent de peut-être la fin des énergies fossiles, mais sans plus. C'était un tiret, tu sais, dans les PowerPoint, voilà, peut-être, c'est un risque. Et puis les spécialistes du pic pétrolier, parce que du coup, j'allais à des colloques, j'ai participé à l'ASPO, l'association pour l'étude du pic pétrolier et de gaz en Belgique. Et puis eux... Vous connaissez Daniele Ganzer, non ? Non. Je Il crois est en qu'il fait Belgique ? partie de ce truc-là, non, il est en Suisse. Non, j'ai pas connu en Suisse. Mais du coup, eux, c'était pareil. Ils faisaient des PowerPoint en disant, bon voilà, il y aura des problèmes dans l'économie. Et puis un tiret, c'était l'agriculture. Il n'y avait pas de connexion. Du coup, j'ai fait une étude pour Barricade sur l'agriculture, disons,
sans pétrole. Pour moi, c'était un déclic parce que j'amorçais déjà une réflexion qui était nouvelle en Europe. Parce que j'ai vu aux États-Unis, il y avait déjà deux, trois penseurs, des centres, je pense au Land Institute avec Wes Jackson qui travaillait là-dessus. Ils développaient des nouvelles techniques de traction animale. Enfin, c'était fou pour un agronome. Et même des céréales pérennes, des céréales qui ne doivent pas se ressemer. Enfin, c'était génial. Et en Europe, rien. J'ai même demandé, je me souviens, à une conférence à Michel Griffon, des grands penseurs de l'agriculture, de l'agronomie en France, qui était, je crois, directeur adjoint de la recherche, de l'Agence nationale pour la recherche, un truc comme ça. Et puis je lui pose une question après sa conférence, je lui dis l'agriculture sans pétrole, post-pétrole? Il me regarde et fait ah, ouais, c'est intéressant. J'avais jamais vu ça sous cet angle. Et je lui demande est-ce qu'il y a des labos de recherche en Europe qui travaillent là-dessus? Non. Et du coup, ça m'a remotivé à me mettre là-dessus. Et alors, j'ai eu la chance de rencontrer après l'Institut Momentum. Il y avait Yves Cochet, Agnès Sinaï, etc. Et ils m'ont invité à faire ces recherches. Et là, à présenter ces recherches, pardon. Et là, c'était quoi? Oui, c'est Yves Cochet qui m'a demandé du coup de faire un rapport pour le Parlement européen, le groupe Les Verts, sur l'avenir de l'agriculture en Europe. C'était super, mon sujet. Je me suis lâché. Il m'a dit sous l'angle de la résilience. Alors la résilience, la capacité de se remettre des chocs pour un système, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on parle de résilience, on parle de catastrophe. Donc il m'a dit ta carte blanche. Et là, je me suis fait plaisir. Donc j'ai été voir en climatologie, en biodiversité, en pétrole. Et comme j'étais payé pour ça, Combien? j'ai pris, c'était dans les 2000 et quelques, un truc comme ça. Brut, net? Je ne me rappelle plus, je ne sais plus. Et du coup, j'ai pris un été, je me suis pourri l'été avec ma compagne et on avait C'est toujours un la même bébé. ou... Ouais, c'est toujours la même. Mais on s'est pourri l'été parce que, enfin, moi, ça m'a bouleversé. J'avais des piles d'articles comme ça et tous les jours, en pleine vacances avec les bébés et tout ça, c'était dur. Enfin, j'ai perdu 6 kilos, je me souviens. Et après, voilà, pendant 4 mois, je me suis gavé de tout ça. Et puis en 3 semaines, c'est sorti, ce rapport. Et ça a fait un petit buzz parce qu'à l'époque, Olivier de Scuter, là, qui était rapporteur des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, en fait, il habitait à Bruxelles, je le connaissais, je lui ai envoyé le rapport, il m'a fait c'est super. Il m'a soutenu au Parlement. Et du coup, il y a un éditeur qui est venu me voir. Et moi, j'avais donné toutes mes tripes, tout mon cœur, enfin tout dans ce rapport. Et j'étais content. Du coup, un éditeur est venu me voir, un petit éditeur, il m'a dit il faut en faire un bouquin. Et c'est marrant parce que à partir du moment où il y a eu le bouquin, on a commencé à m'écouter. C'est bizarre parce que avant, quand il y a eu un rapport, c'est en PDF, c'est un rapport, on s'en fout, c'est un langage technocratique. Il n'y a pas tellement d'impact, même pour la famille, les amis. Bon, tu as fait un rapport, ouais, super. Et puis le bouquin, ça change le regard des gens. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à plus m'inviter dans les conférences et de fil en aiguille, d'article en article, de conférence Ça, en c'était en quelle année? conférence. 2014, c'est ça? 2013 le rapport, et le livre du coup il est paru en 2014. Donc de 2009 à 2013, il y a eu enfin ça a mûri quoi. Et après ça s'est bien enchaîné depuis 2013, ouais. Vous n'avez pas fait de dépression à la suite du bouquin? Dépression, j'en ai fait une pendant ma thèse, mais ça avait rien à voir. La dépression, dans tous ces déclics, c'est marrant parce que j'ai fait la liste des déclics, ça je vous invite à le faire, d'ailleurs à tous ceux qui nous écoutent. Des moments où on se fige, on lit quelque chose, on fait « Oh, putain !» Et là on part Voilà, il y a l'avant et l'après. Et en fait j'en ai listé 30 ou 40, et j'ai noté à chaque fois l'émotion qu'il y avait, j'ai noté ce qui s'est passé. Et en revoyant dans le rétroviseur, c'est assez impressionnant. Et le moment de dépression, c'était, mais ça je le raconte souvent, c'est quand j'ai interviewé Denis Meadows, le co-auteur du rapport au Club de Rome. Il était venu en 2011 en France, 2011, ouais, pour présenter la traduction du 3e rapport, traduction en français, que je conseille d'ailleurs. Et puis lui, il disait partout, à Libé, Le Monde, il disait
Voilà, il parlait d'effondrement, il disait c'est trop tard. Je me souviens, le titre, c'était Il est trop tard pour le développement durable. Énorme comme titre. Et enfin, ça choquait les gens. Moi, j'étais super content qu'il puisse le dire. Il a été invité à l'Institut Momentum, d'ailleurs. Et, et alors, l'anecdote, c'était marrant parce que j'étais en Belgique et je voulais faire un article pour le magazine écologiste, écologie politique belge, qui s'appelle Imagine demain le monde. Et d'ailleurs, il est publié en France, enfin bref. Et donc, je dis au rédac chef, il faut aller voir Denis Meadows, c'est fou ce qu'il dit. Ok, vas-y, tu l'interviews. Je vais à la conférence de presse le matin et j'étais tout seul. Et en fait, ce jour-là, ce matin-là, le roi avait convoqué tous les journalistes parce qu'il nommait un nouveau gouvernement. La Belgique venait de passer 2 ans sans gouvernement. Et du coup, tous les journalistes sont partis. Je me suis retrouvé 2 heures ou 3 heures avec Denis Meadows. Après, j'ai dû l'emmener quelque part. Et il se trouvait que j'ai passé la journée avec lui. Et je venais de lire tous les rapports. Ça m'avait... Et voilà, pendant peut-être 2-3 mois après, j'étais vraiment mal. On a bien discuté, on est allé au fond des choses. Lui, il nous a dit des choses... il m'a dit des choses Comme bien profondes. Sur le fait que ça fait 40 ans qu'il dit ça. Personne l'écoute. Enfin, il revenait d'Allemagne. C'était marrant. Et il avait vu plein de syndrome de la Cassandre. Ouais, c'est ça, ouais. Mais il avait vu des hauts fonctionnaires, il avait vu des gens importants, voilà, un peu qui politiquement, scientifiquement, enfin dans les milieux scientifiques politiques. Et puis il disait, mais attends, les Allemands, ils se préparent à des chocs importants. Enfin, il y a ça remue derrière. Ça paraît comment? Je ne sais plus ce qu'il m'avait dit. Il disait, ils impriment des Deutschmark en masse, tu vois, alors que on est à l'euro et que personne n'en parle. Voilà. Et puis en Allemagne, je ne sais plus, c'était il y a 1 an ou 1 an et demi. Il y a l'info qui était sortie que le gouvernement demandait à la population de faire des vivres pour au moins 2 semaines, d'avoir 2 semaines d'autonomie chez soi. C'est une info énorme. Enfin, il y a d'ailleurs un pays, il faut fact-checker ça d'ailleurs, mais il y a un pays nordique récemment, il y a genre 4 ou 5 mois, qui a fait la même déclaration, mais pour plus que 2 semaines. Enfin, Ça, c'est la Suède qui se prépare à la guerre avec la Russie, ça. Ah, ok. Et voilà, donc c'est des infos qui sortent, c'est des signaux faibles. J'ouvre une parenthèse pour nos auditeurs et nos spectateurs. On part pour une longue interview, donc asseyez-vous bien profondément dans votre siège. Il n'y a pas d'invité après, et là c'est un sujet, on va le creuser profond. Et on a commencé en retard. Et en plus, par ma faute, on a commencé en retard. Et auditeurs et auditrices, bien entendu. Pablo, cet éclair de lucidité quant aux fondamentaux de soutenabilité sociétale, si on peut se tutoyer, quand tu les abordes avec tes proches, est-ce que tu peux me décrire ton approche selon les différents cercles autour de toi? Alors le cercle proche, ta femme, tes enfants, ta grand-mère, ton cercle un peu plus élargi, ton meilleur pote, et tu grossis. Comment ça se passe? Tu t'abordes ce problème comment? Tranquillement. Bon, alors là, ça a un peu changé avant et après les livres. C'est-à-dire qu'avant, justement, ce déclic de la publication des livres, c'est vrai qu'on me prenait un peu pour un fou, pour un emmerdeur, voilà, ça partait vite en blague. Tu voyais tout en noir. Ouais, moi je sais faire des blagues là-dessus, donc c'était pas tant ça, ça partait sur des blagues et puis on arrêtait d'en parler. Et puis parfois il y avait des petites fissures dans la conversation, des petits éclairs, parfois pendant je sais pas quelques minutes avec les amis, avec la famille, on parlait je sais pas d'OGM, ça intéressait, du coup j'en parlais. Et puis on oubliait. Enfin voilà, c'était pas facile. Avec ma compagne, j'ai eu de la chance, c'était assez graduel. Du coup, ça n'a pas fait péter les choses, mais je sais qu'il y a des amis pour qui c'est un sujet toxique, ça a fait péter des couples et des amitiés. Enfin voilà, c'est normal, hein, c'est un gros sujet. Ça bouleverse les représentations qu'on a de l'avenir, de tout, quoi. Et, alors maintenant, depuis la publication des livres, ça a changé. Ça les met en catatonie émotionnelle.
Ouais, non, mais ça rend crédible aussi un discours. Il y a eu ça. Moi, du coup, moi, j'ai eu plus d'expérience pour en parler. Euh, J'aborde, enfin, je sais m'adapter au public, je sais. Et puis il y a les livres qui sont là, du coup, ça fait sérieux. Et ceux qui l'ont lu, ça les laisse libres de parler, d'aborder le sujet avec moi, et donc moi, je l'aborde volontiers. Mais si on l'aborde pas, je vais pas forcer les choses. Je force jamais, en fait. Je cherche pas à convaincre. T'as pas l'impression d'être entouré de zombies? Euh, non, pas tellement. Enfin, je sais. Mais là aussi, il y a un biais parce qu'à chaque fois que je fais une conférence, il y a plein de gens qui viennent, les salles sont combles, et je reçois beaucoup de messages. C'est-à-dire que j'arrive pas à trier, à lire des messages magnifiques de soutien, etc. Donc, ouais, il y a un biais parce que peut-être j'en vois moins des gens incrédules. En fait, je vois beaucoup de gens qui y croient, et ça me touche. Et on est vraiment nombreux, quoi. Enfin, dans les conférences, mais par Internet, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont cette intuition, qui comprennent, qui se mettent à croire, qui se mettent à cheminer, et qui font toutes ces... Quoi croire? Ben, parce qu'il y a une différence entre savoir et croire. C'est ce que dit très bien Jean-Pierre Dupuy, le philosophe. C'est-à-dire qu'on a tous les chiffres, tout est là. Il suffit de lire un rapport du GIEC, de lire plein de trucs chiants sur Internet. Enfin, faut un peu voilà, se forcer. On rassemble les données, on fait tourner les méninges, tout est là. Enfin, tout est là. Mais c'est dur de lire ça. C'est dur, ça veut dire il faut de la persévérance, il faut du courage, il faut une stabilité émotionnelle, voilà. Et puis à un moment, on sait, sauf qu'il y a des gens qui savent, mais qui ne croient pas. Pourquoi? Ben ça, on en parle dans le bouquin, c'est tous les ressorts de la psyché humaine, c'est-à-dire qu'on devant un fait, l'être humain, il est incroyable, il préfère renoncer aux faits, mais garder ses croyances, plutôt que changer ses croyances pour les accorder aux faits. Un exemple, c'est les économistes, ils ont été formés pour la croissance. Toute l'économie est faite pour et par la croissance. Ils y croient, c'est vraiment c'est comme une religion, quoi. Et il y a un fait qui arrive, par exemple le pic pétrolier. Et alors là, avec les lunettes de la croissance, Ça arrive, on n'arrive pas à le voir. Donc on se dit, bon, le pic de Uber, c'est 70, non, 72, non? aux États-Unis, ouais. Ouais, mais ça a été décrit depuis 70, non? Oui. Aux alentours. Mais c'est vieux ce truc. Mais ouais, mais on continue à former des économistes. Ils sont pas au courant de ça. Ils regardent pas. déjà, alors, soit ils sont pas au courant, soit s'ils sont au courant, justement, ils disent c'est pas important, puisqu'avec les lunettes de la croissance, c'est un fait qui rentre pas. Ça rentre pas dans les équations, ça rentre pas dans le schéma mental, ça rentre pas dans. Et puis ça, ça annonce peut-être la fin définitive de la croissance mondiale. Ça marche pas, ça colle pas. Donc il faut renoncer à ces croyances, à ces histoires, à tout ce qui a fait notre carrière. Si c'est un scientifique qui a déjà, qui a déjà un poste, qui a déjà des publications, renoncer à tout ça, c'est difficile. Donc on est pris dans des schémas. Mais ça, c'est Harari avec Sapiens qui le dit bien aussi. On est pris dans nos croyances, nos histoires, nos mythologies, et on préfère renoncer aux faits que renoncer à nos croyances. Il y avait une secte là-dessus, dans les années 50, mais ça, les psychologues, ils savent ça depuis longtemps. Dans les années 50-60, alors je me souviens plus, mais on en parle dans le bouquin, dans Comment tout peut s'effondrer, là, que le gourou disait à ses adeptes, bon, on va prier, parce que plus on prie, plus on aura des chances d'être sauvés, parce que des extraterrestres vont venir et vont nous sauver. Les Et témoins de puis, Jéhovah, non, je sais plus comment ça s'appelait. Les témoins de Jéhovah, ils s'attendent quand même à un gros effondrement, non? Je connais pas les témoins de Jéhovah, mais c'est possible, il y a plein de sectes millénaristes comme ça. T'as un ami imaginaire, tu crois en Dieu? Je crois pas en Dieu en tant qu'ami. Alors, j'ai découvert il y a pas longtemps que j'étais plutôt spinozien, c'est-à-dire une sorte de nature avec un grand N. C'est ça qui est considéré comme Dieu. Ça me parle. Bon, après, je sais pas. Ouais, on va dire ça, mais ça fait un peu un télo, je sais pas. Tu vas pas à l'église, tu vas pas à la mosquée, Non. tu vas pas à la synagogue. Non, je pratique pas. Tu pratiques pas. Alors, je pratiquais l'athéisme plutôt pendant des années. Là, je pratique plus. Je suis plutôt assez intéressé plutôt maintenant par l'histoire des religions, par tout ça. Ça me touche. T'es plus Pachamama, quoi. Ouais, il y a des trucs vachement intéressants là-dedans. Mais un peu dans tout, en fait.
Comme j'ai une éducation catholique, en fait, j'ai fait mes communions, tout ça. J'allais au catéchisme et ça ne m'intéressait pas. Donc j'ai pas absorbé beaucoup. Je trouve que... Et puis je m'intéressais pas à ça quand j'étais petit. J'étais plutôt braqué sur les animaux, les fourmis, la science, tout ça. Bon, on commence à leur faire saigner les oreilles ou pas? Quand tu veux. Hein? Alors, un petit effondrement, comment ça se modélise? Comment ça se modélise? Eh ben... Comment ça se modélise? Grosse question. Le modèle qui est intéressant pour commencer, c'est le modèle au Club de Rome, on en a parlé. Le rapport au Club de Rome, pardon. Le modèle World 3. Ça, c'était dans les années 70, au MIT, naissance des premiers ordinateurs. Et puis, tu as un prof qui s'appelle Jay Forrester, d'ailleurs celui qui a inventé la mémoire RAM. Il a fait la dynamique des systèmes. Il a créé une discipline où il crée des systèmes avec plein de boucles de rétroaction. Et puis là, il met ses étudiants, dont Denis Meadows, etc., toute une équipe, sur le modèle World 3. Donc ils ont modélisé le monde avec croissance économique, industrie, population, taux de natalité, taux de mortalité, tout ça, c'est assez complexe. Pourtant, c'est un modèle simplifié du monde. Et, parce qu'il n'y a pas le climat. Enfin, il manque plein de choses, en fait. Voilà. Et puis, ils ont mis les chiffres réels. Ils ont appuyé sur Enter. Et ils ont vu comment le modèle a évolué pendant 100-150 ans. Première modélisation du monde. Et puis, donc, ils appuient sur Enter. Et effondrement des courbes. Combien de temps? Première moitié du XXIe siècle. Donc, ils étaient dans les années 70. Voilà, effondrement entre, 2020, 2015 et 2050. Donc toutes les courbes partent en exponentielle et à un moment, s'effondrent. Et ils se font... J'aurais bien aimé voir leur tête d'ailleurs. Faudrait faire quelque chose là-dessus. Et du coup, ils se disent, on a un modèle informatique, on va bouger les paramètres, on va trouver des solutions. Ok, alors, il y a le modèle population. On va faire du planning familial, tout ça, on va réduire la natalité, diminuer l'exponentielle de la population. Ok, et il bouge les chiffres, c'est parfait, c'est super l'informatique. Enter, effondrement. Et puis, non, on va doubler les rendements agricoles. Ouais, bonne idée. Hop, x2, Enter, effondrement. Merde. Et puis, on va faire des technologies efficientes, on va dépolluer, on va moins consommer d'énergie non renouvelable, etc. Et plein de solutions. Et à chaque fois, Enter, effondrement. Parfois, effondrement encore plus brutal et plus rapide. Et du coup, à un moment, je crois que c'était au 11e, 12e scénario, je ne sais plus, ils font toutes les solutions en même temps, Enter, et hop, ça se stabilise. Ouf. Donc là, ils publient le rapport. Il y a effectivement une trajectoire, selon le modèle World 3, où tous les paramètres de la civilisation, de la société, du système monde, se stabilisent dans ce qu'ils appelleraient, les Anglais, le steady state economy. Un plateau. Développement durable, un plateau. Développement durable, c'était l'expression dans les années 80. Comment dire en français? Enfin voilà, en tout cas, l'idée, c'était, dans les années 70, on pouvait entrevoir la possibilité de stabiliser notre société en accord avec la biosphère. Style de vie. Ouais, nos styles de vie, en accord avec la biosphère. Il n'y avait pas encore trop d'inégalités, encore que... En accord avec les pays, entre guillemets, tiers-mondistes? Alors ça, c'était pas dans le modèle. Il n'y avait pas les inégalités sociales. Enfin, il faudrait complexifier le modèle à fond. Mais c'est vrai que c'est un paramètre qui joue beaucoup donc les inégalités, dans l'accélération des effondrements. D'ailleurs, c'est un modèle qu'on a décrit dans le livre, et c'est paru juste avant, d'ailleurs, quand on était en train d'écrire en 2014, le modèle Handy, Handy, qui a fait pas mal de bruit à l'époque parce qu'il était cofinancé par la NASA. Et du coup, les journalistes, ils avaient fait le buzz en disant la NASA annonce la fin du monde. En gros, c'était un modèle mathématique basé sur prédateur-proie, un truc très simple au niveau équation différentielle. Et ça disait, en gros, qu'ils avaient fait plusieurs scénarios, que plus une société avait des inégalités sociales, économiques, plus elle s'effondrait radicalement, brutalement et de manière irréversible.
Pourquoi? Ouais. Ce que tu entends par effondrement, c'est quoi? Dans ce cas-là, enfin, la définition des archéologues, c'est une diminution brutale de la population dans une zone donnée, dans une région donnée. Ça, c'est une définition qui est pas mal quand on regarde a posteriori, quand on regarde le cas de la civilisation romaine, maya, etc. Par contre, pour nous, c'est un peu délicat. Si on dit, et c'est une possibilité, qu'un effondrement global a déjà commencé maintenant, aujourd'hui, parler en termes de population, voilà, cette définition n'est pas terrible. Du coup, nous, on a utilisé la définition qu'avait proposé Yves Cochet, qui est le processus à l'issue duquel les besoins de base de la population, se chauffer, se nourrir, se déplacer, ne sont plus fournis par des services encadrés par la loi et de manière durable. Donc là, c'est une définition voilà, un peu plus discutable, mais plus tangible pour discuter d'effondrement aujourd'hui, pour les générations présentes. C'est pour ça qu'on sous-titre le livre. C'est du genre quoi? C'est genre banlieue 13, la route, c'est du genre quoi? Bon, alors ça, c'est Mad Max, il y a Guérilla d'Oberton, il y a plein de romans post-apocalyptiques, plein d'imaginaires qui émergent du coup quand on parle d'effondrement. Nous, on a choisi le mot effondrement pour ça, justement, pour faire péter l'imaginaire, pour mettre les pieds dans le plat, pour éviter que ça soit récupéré. Parce que moi, j'avais pendant des années utilisé le mot transition, depuis 2009-2010. Transition, la stratégie du mot transition, c'est d'être neutre, justement. C'est un mot gentil, c'est un mot neutre qui ne clive pas. Et du coup, qui est inclusif, c'est-à-dire qui prend tous les courants, toutes les étiquettes, et on est tous dans le même bateau. Et on va faire une grande transition, c'est-à-dire qu'on On va... va tous s'aimer. Ça on va va tous bien se s'aimer. passer. C'est vrai qu'il y a un côté Ah, positif, ah. mais ça fait du bien, non? C'est un Mais côté positif ou c'est un côté bisounours? ce que tu veux, ça dépend de ta culture. Alors, beaucoup de gens traitent ça de bisounours. Tu as un arc-en-ciel sous ton t-shirt? Et pourquoi pas, c'est OK. C'est très positif. J'ai remarqué que ça a provoqué des prises de conscience quand même chez beaucoup de gens dans tous les milieux, donc apolitisés, politisés, de gauche, de droite, des vieux, des jeunes, beaucoup de femmes aussi, parce que dans les milieux politisés, il y avait beaucoup d'hommes. Du coup, là, j'ai vu le public changer en fait. C'était à Liège, et c'est un terreau associatif très militant, très de gauche, très ouvrier à Liège. Et du coup, on s'est mis sur la transition et le public a changé. C'est vrai que ça a fait quelque chose. Et puis il y a des écueils, on peut en parler si tu veux, mais stratégiquement, ça a une image apolitique et c'est voulu. Par contre, ils ont un discours clair sur le pic pétrolier, sur les catastrophes, c'est lucide, mais c'est apolitique. Mais c'est une stratégie, parce qu'en fait, c'est très politique, le mouvement des villes en transition. C'est se réapproprier la politique municipale, faire les choses concrètement, avancer. Mais se réapproprier la politique municipale, c'est pas un pansement sur une jambe de bois quand tu vois l'inertie de notre société? Parce qu'on les voit bien, les gars qui font des petits potagers dans Paris, là où les chiens font pipi par terre, où ils mettent des petits choux, ils font des petits bacs à fleurs, ils se font des bisous le dimanche, ils plantent leurs graines. Là, tu caricatures, mais Non, je me fais l'avocat du diable. Combien il faut de mètres carrés de potager en superculture améliorée façon Inca pour soutenir une famille de 6 personnes? Non, mais c'est pas ça la question. Le truc, c'est que... C'est ma question. Ouais, non, mais on peut discuter de ça. 300 mètres carrés, non? Je sais pas, les mètres carrés. Mais il y a plein... c'est critiquable parce que les potagers sous les toits, il y a les fermes Sur les urbaines murs et ultra tout. technologiques qui utilisent l'électricité, des métaux, du verre, etc. Tout est critiquable. Mais il y a, comme je disais, ça prend des années de se rendre compte de ça et on y va graduellement. C'est pas Si trop tu tard. dis à quelqu'un qui découvre, tu lui dis tout, tu lui balances tout, ça le casse. Moi, j'ai déjà cassé des publics. Au début, j'étais enthousiaste. J'ai fait un cours de 4 heures. J'ai balancé tous les graphiques sur le climat et tout. Ils étaient démontés. Ils étaient démontés ou ils n'étaient pas équipés pour comprendre? Mais c'est pareil. Ils n'étaient pas Bon, il y a la manière de le dire, il y a ce qu'on dit, il faut s'adapter au public. Et du coup, toutes ces petites initiatives qui ont l'air gentilles, parce que peut-être ça fait des années qu'on est là-dedans, parce qu'on voit peut-être d'autres facettes, on a d'autres cultures, etc.
ça peut paraître dérisoire, mais ça fait du bien aux gens, ça les met dans l'action. Et puis ils se rendent compte après quelques mois que c'est pas assez. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit putain, c'est quoi ce potager, ça va pas nourrir ma famille. Mais en même temps, quoi, ils ont fait du lien dans le quartier, ils ont développé un lien, je sais pas, avec les élus. Du coup, ils ont obtenu ça, ils ont obtenu un financement. Ils se sont bougés, ça les a motivés. Et ça leur a permis, par exemple, de quitter leur boulot, de se dire bah, je fais une formation en traction animale. Et puis on y va petit à petit. Et je pense qu'il ne faut pas trop juger. Et, Je ne juge pas, je me fais l'avocat du ouais. diable. Non, mais il y a beaucoup de gens qui ont tendance à juger. À juger Et quoi? bah, justement, Sur le côté pansement sur une jambe de bois? bah ouais, et puis de l'autre côté, c'est des caricatures. Il y a les, Survivaliste. voilà, les bisounours. Ça, Il y c'est a les bisounours et les bisounours. survivalistes. Et puis chacun... Les bisounours noirs, c'est ça, ceux qu'on les éclaire au milieu du t-shirt, c'est ça? et voilà, et dans le mouvement de la transition, on caricature les survivalistes. Et moi, je l'ai fait. Pourquoi on les caricature? Bah parce qu'on ne les connaît pas. Pourquoi t'as peut-être pas cherché à les connaître? Alors au début, non. Parce que justement, c'était... parce qu'on est pris dans notre culture, etc. On n'a pas le temps d'aller voir. On se dit, bon, ben, on regarde des documentaires dans National Geographic, des trucs américains. On se dit, caricaturé à mort, c'est ça? À mort. C'est pas notre culture. C'est les États-Unis. Et puis on se rend compte qu'en Europe, eh ben, y a des gens qui se préparent aussi. Alors on va sur les forums, ça commence à faire peur. Et puis il y a des idées qu'on n'est pas d'accord. Du coup, on se fait, voilà, c'est une nébuleuse. On cherche pas à comprendre. Et ça fait du bien de caricaturer l'autre. Parce que comme ça renforce nos positions, et c'est classique. Alors ce soir, on va caricaturer personne. On s'est permis de vous étudier, vous, d'étudier les survivalistes, d'étudier tous ces gens qui gravitent autour de cette problématique. Et on va échanger autour de ces gens-là. Les survivalistes, il y a le survivaliste de base, et il y a le survivaliste de la upper class qui investit dans un bunker super high-tech où le prix du bunker au mètre carré a explosé. Tu les as suivis, ceux-là, un peu ou... J'en ai pas rencontré, non. J'ai vu le fameux article du New Yorker qui a été traduit dans Mediapart, là, Le Crieur, qui a fait beaucoup de bruit. Y a eu et même qui achètent en Argentine, d'ailleurs. Qui ça? Il y a beaucoup de gars qui vont acheter des terrains en Argentine en pour aller se planquer, en Nouvelle-Zélande, où la densité de population au kilomètre carré est très faible, où ils se font livrer tout ce qu'il faut. Ouais. Il y a des super riches qui étudient les zones du monde les plus stables, là où il n'y a pas de centrale nucléaire, là où il y a un potager, ils ont une piste d'avion directe pour leur ferme en autonomie, il y a leur bunker, tout ce que tu veux. Il y a leur milice. Leur milice. Leur milice, en fait, ils flippent. Ce que montrait l'article, c'est qu'en fait, ils flippent, qu'ils savent, ils se rendent compte, certains, quand on dit « ils », effectivement, il y a de tout. Hein. Il y en a qui ne savent pas, il y en a qui ne veulent pas savoir, il y en a qui ne croient pas, il y en a qui se préparent et qui savent très bien. À Davos, en 2000, je crois que c'était 2014, 2013, il faudrait revoir, le thème de Davos, du Forum économique mondial, c'était la résilience. On parlait de tous les risques. Enfin voilà, donc c'est un système qui parle de résilience dans le sens pour perpétuer son salaire. Ça, je sais pas, mais pour se perpétuer, pour maintenir un système. Donc il y a deux phases de la résilience. Il faut voir, le mouvement de la transition, il utilise, c'est la résilience des sociétés locales, des communautés, pour pas mourir, pour pas crever la gueule ouverte, alors qu'à Davos, c'est la résilience pour maintenir un système économique inique, dégueulasse, etc. Donc voilà, il faut se méfier. Il y a de tout, mais il y a des super riches, effectivement, qui savent très bien, ils sont très bien informés. C'est ce que disait Chomsky, d'ailleurs. Ton bouquin. Non, mais c'était avant. Peut-être qu'ils l'ont lu, d'ailleurs. Mais il y a plein de bouquins. Hein. Je lisais quelque part. Tu connais un mec qui s'appelle Michael Ruppert? Ouais, super. Il m'a aussi influencé au début. Enfin, je le connais pas personnellement, mais ses bouquins... Moi, je le connais, ouais. Le documentaire... Tu collapses, c'est ça? Non? Collapse, ouais. Ça m'avait bouleversé à l'époque, ouais. Mais voilà, aux États-Unis, il y avait un chiffre, il faudrait aussi vérifier, mais 12 000 titres de livres sur le survivalisme. Pas 12 000 livres, 12 000 titres différents. C'est une véritable culture. Voilà, il y a beaucoup. Donc forcément, à un moment, on est au courant. Il suffit d'arriver à y croire. Toute l'info est là. Et quand on a ce déclic, imagine, tu as des millions sur ton compte en banque, tu as une famille, tu commences à te renseigner, tu as des potes un peu scientifiques, chercheurs. Dans le renseignement. Dans l'enseignement, si tu veux, tu as des moyens. Premier réflexe, tu te dis, bon, je vais m'acheter une cabane dans le Montana,
petit truc à la Walden, Là, il y a voilà. ta nana qui te dit, écoute, ça te casse les couilles parce qu'il y aura culturellement rien pour survivre, donc laisse tomber ta cabane. Il n'y a pas de musée, tu comprends. Voilà, et si tu as une culture, je sais pas moi, de la peur, une culture de la technologie, une culture, tu as vu plein de films post-apocalyptiques, tu travailles à Silicon Valley, etc., ben, ton truc, ça va être plutôt un bunker en Nouvelle-Zélande, je sais pas moi, ça dépend des cultures, et plein de gens se préparent, mais Ou très sinon, différemment. flamber. Faire 4 fois le tour du monde. Je suis sûr qu'il y en a qui font ça. En fait, ce que j'ai découvert, c'est que quand on dit les survivalistes, c'est vraiment tout un éventail. Pareil, la transition, c'est tout un éventail. Et en creusant, parce que du coup, nous, notre cheval de bataille, je dirais, c'est d'aller complexifier les choses. On pose le mot effondrement, on va voir ce qu'il y a derrière. Survivaliste, c'est quoi? On va essayer de voir derrière, donc ça fait partie de nos futures recherches, même si au début, on a caricaturé, etc., etc. Et donc, survivaliste, eh ben, il y a de tout aussi. Il y a euh, des gens, d'ailleurs, qui veulent plus s'appeler survivaliste parce que ça a été connoté ici un peu extrême droite. Euh, et du coup, Un peu forcément en beaucoup France, quand même. bah ouais, certains, C'est beaucoup. dommage. Du coup, ouais, en France, on a tendance, dès qu'il y a étiquette extrême droite, chuit, on balaye, on bloque l'accès à certains médias, Ce qui est etc. profondément stupide d'ailleurs. Moi, je trouve aussi, parce qu'il faut aller voir aussi ce qu'il y a derrière. Mais c'est des phénomènes typiques, ce que je disais tout à l'heure. Ah, bisounours, chuit, on balaye d'un revers de main. Survivaliste, on balaye. Pédophile, on balaye. Pédophile, c'est normal Antisémiste, on qu'on balaye. balaye. Mais non, mais il y a des étiquettes. Une fois que tu les as, t'es foutu à vie. C'est fait à dessein de temps en temps, non? Oui, sûrement, ouais. Et du coup, survivaliste, voilà, c'était. Aujourd'hui, c'est connoté extrême droite. Alors, c'est marrant parce que dans les années 70, il y avait des survivalistes. Il y avait tout ce mouvement des revues La Gueule ouverte, Survivre et vivre, le mouvement écologiste naissait, radical. Alors, il y a le parti qui est né, puis il y a les radicaux, enfin, les écolos durs, quoi, qui se préparaient à l'apocalypse nucléaire, etc. C'était des survivalistes, mais plutôt gauche, extrême gauche. Ils étaient dans l'autonomie, le partage, voilà, le Larza, etc. Enfin, le retour à la terre. Et aujourd'hui, c'est paradoxal, c'est plutôt l'extrême droite. Mais il y a des gens justement qui font des retours, comment dire, des stages comment ils disent, de retour à la vie sauvage, d'immersion, De survie. de survie douce. Il y a plein de termes comme ça. Mais ouais, aller manger les plantes sauvages et tout. Refaire tu vois, faire du feu, apprendre à vivre dans la forêt. Mais moi, je trouve que c'est passionnant tout ça. Enfin, c'est pas à balayer d'un revers de main. Et Non, puis, c'est tout à fait. On va prendre ceux qui sont un peu moins bisounours, ceux qui se baladent en treillis et qui mettent des rangers, qui savent, on va dire, survivre dans des milieux hostiles et en terrain hostile. Est-ce que tu as fait une prospective sur l'armée? Est-ce que tu t'es un peu intéressé? On va prendre notre armée française, ensuite peut-être l'armée européenne, et puis ensuite différentes armées comme États-Unis, Russie. Est-ce que tu surveilles, est-ce que tu veilles sur leur méthode d'organisation? non, je veille pas. J'ai été effectivement en contact avec une personne à l'armée belge qui m'a Armée pas belge. belge, l'armée suisse et l'armée française. Quel grade, quel poste? Je sais pas. Qu'est-ce que tu appelles être mis en relation? Tu les as croisés autour d'une Ben, il y en a bière un, ou... c'est un ami, je savais pas qu'il avait un ancien, enfin un ami de il y a 20 ans, on s'est perdu de vue, on s'est revu récemment et puis il avait fait l'armée. Il avait arrêté ce qu'il faisait, voilà. Et du coup, il m'a raconté toute sa vie. Et puis en fait, on s'est revu parce qu'il a découvert par ses études d'officier à l'armée le problème du pic pétrolier, que l'armée n'était pas du tout préparée. Donc ça, c'était le belge. Ouais. Ok. En Belgique, c'est pas du tout une culture de la préparation. Et du coup, lui, il a fait un gros travail justement de, sur ces sujets pour amener ce sujet en fait à l'armée. Et c'est passionnant. Et du coup, il y a alors le Suisse, je me souviens plus, mais j'ai découvert que l'armée suisse avait une culture comme les Suisses plus de la préparation. Non seulement chacun chez soi a un bunker, a une arme, etc. et potentiellement soldat, c'est une armée de milices. T'as jamais suivi l'exercice suisse qui s'appelle Stabilo Doué? Avec des milliers de blocages des frontières. Ouais, ouais, Exactement. ouais. Ouais.
Si, mais ils ont fait un exercice effondrement de l'Italie, blocage des frontières, effondrement de la France. Ils ont fait une simulation aussi. Il y avait, je sais pas, Afflux massif de... voilà, de réfugiés, donc 6000 Suisses qui étaient mobilisés pour cet exercice grandeur nature. C'était C'est peut-être 2000. 2000. Ouais, Vérifie, on va se faire ouais, fact-checker. allez, allons-y. Mais en Belgique, c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas du tout cette culture de la préparation. Et la Belgique, c'est un pays plat sur lequel toutes les armées passent. Et tu vois, c'est un lieu de passage. En fait, l'armée n'est pas du tout formée pour bloquer, pour garder un pays. C'est pas ça le rôle. Du coup, il n'y a pas cette culture. Et en France, c'est un peu différent, c'est beaucoup plus opaque. Et moi, j'étais juste en relation avec des chercheurs de Saint-Cyr. Donc, c'était pas du tout l'armée. Des chercheurs de quoi? Ils cherchaient, ils trouvaient, c'était des chercheurs... C'est des chercheurs sur la géopolitique, enfin je sais pas, des chercheurs. Je suis pas allé les voir, on s'est vu à distance, enfin on s'est parlé à distance. Donc j'ai moins d'infos sur l'armée française, mais j'aimerais bien en avoir. En fait, ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'aller voir, comprendre comment ils fonctionnent, comment l'armée peut éventuellement se préparer ou croit en ces infos ou pas. Parce que moi, on avait été influencé dans le livre par des rapports de l'armée allemande, états-unienne, australienne, sur le pic pétrolier. Donc il décrivait très bien les conséquences que ça pourrait avoir. L'armée allemande, c'était effondrement. Si le pic pétrolier a lieu en 2010, et il a lieu, le brut a eu lieu en 2006-2007, l'armée prévoyait un effondrement de nos sociétés 2025-2030. La Bundeswehr, l'armée allemande. Voilà, bon, c'est des possibilités, mais ça fait quand même réfléchir. Et l'armée états-unienne, il y avait eu, sur le pic pétrolier, il y a eu plusieurs rapports. L'administration fait le rapport Hirsch, qui est passionnant, en 2005, sur le pétrole. Ça, il faut aller lire, c'est fou. 2005, on savait déjà tout. Puis après, on se tape 8 ans de Bush. Enfin, c'est terrible. C'est terrible. Et il y a eu pas mal de rapports aux États-Unis. C'est mis en ligne, c'est ça qui est fou, sur le climat. Le rapport entre l'armée, le climat et les possibilités de géopolitique, de déstabilisation, c'est effrayant. Enfin, c'est vraiment fou, quoi. Enfin, tous les scénarios, voilà. Il y a eu scénario plus 2 degrés, ils appellent ça catastrophique. Ils font un scénario plus 9 degrés de moyenne, scénario anéantissement, ils l'appellent, avec voilà, plus 2 degrés, guerre nucléaire entre Pakistan et Inde pour les ressources en eau. Enfin, c'est fou. Moi, La nappe phréatique, là-bas, en Inde, c'est catastrophique, non? La nappe phréatique, ouais, j'ai pas trop d'infos là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a la fonte justement des glaciers de l'Himalaya et la diminution de l'eau potable. Là, c'est dramatique, surtout qu'au Bangladesh, montée des eaux. Du coup, ça prend en étau des milliers, des centaines de millions de personnes. Et en plus, avec les tensions ethniques, etc., là, ils sont en train de construire un mur de je ne sais pas combien de kilomètres de long entre les deux. Voilà, il y a un climatologue du Bangladesh, j'ai oublié son nom, ça ne me revient pas, mais c'est dans le bouquin, qui parle de génocide climatique, de l'expression. Voilà, et l'armée, le boulot de l'armée, c'est quoi? C'est de prévoir les mauvaises nouvelles. Forcément, ils sont lucides là-dessus. On peut ne pas les croire. Le gouvernement peut ne pas croire les corps de l'armée qui font de la recherche là-dessus. Mais je pense que c'est le boulot de l'armée de prévoir ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir ce que fait l'armée. Après, dans la recherche, j'ai pas accès du tout au commandement, ou je sais pas comment on dit, à ceux qui prennent les décisions, ouais, tout ça, je sais pas. T'inquiète pas, après ils vont t'appeler cette émission. Je suis en train de jeter un coup d'œil aux questions. Ok. Toi, personnellement, tu t'es entre les deux, entre survivaliste ou bisounours, t'as des boîtes de conserve sous ton lit, t'as une calache qui est bien planquée, t'as un plan B pour pas te faire serrer sur l'autoroute si par exemple les banques tombent du jour au lendemain et que Rungis n'est pas approvisionné, t'as prévu d'utiliser les routes secondaires, t'as un réseau local d'amis qui te permettrait... non? Ouais, j'avoue que je suis entre les deux. C'est-à-dire t'es armé? Non. Enfin, j'ai des couteaux, une Ça sert à rien, ça. carabine à plomb. En fait, ouais. Mais peut-être un jour, ouais. Enfin, là, je suis parti à la campagne, et il y a beaucoup de chasseurs. Donc,
enfin, ça fait partie de la culture locale. Donc c'est vrai que ça m'attire bien d'aller connaître justement les gens du village, tout le monde, la culture locale. Donc à la base, ça m'attirait pas trop la chasse, mais c'est vrai que enfin, je m'empêche pas d'aller voir et d'aller participer parce que je pense il faut vivre avec ses voisins, il faut être bien implanté dans la culture locale. Ça n'arrivait pas quand j'étais en ville. On a vécu longtemps à Bruxelles, j'aurais pas eu l'idée d'aller chasser. Mais voilà, non, c'est pour dire que j'ai découvert récemment, je pense qu'on a tous un survivaliste en nous, en fait, qui s'exprime plus ou moins, qu'on peut, Mais c'est normal, c'est une sorte de besoin de sécurité quand on a une famille, quand on commence à se faire des délires sur des scénarios, etc. Et L'instinct de conservation chez Pablo, ça donne quoi? moi, je suis plutôt dans l'organisation. Gérer je sais pas, le quartier, les voisins. Même, je serais plutôt pour aller voir. On est dans un petit village, donc le conseil municipal, comment on s'organise, tout ça. Je suis pas trop dans les scénarios où des hordes Est-ce que tu as de lu gens affamés viennent nous dévorer, nous égorger, tout ça. Est-ce que tu as lu Gustave Le Bon sur la psychologie Ouais, des foules? psychologie des foules. Ouais, moi, je suis pas trop sur l'irrationalité des foules. Donc l'idée, c'était que l'être humain seul, il est rationnel, il peut être rationnel, mais dès qu'il est en foule, c'est irrationnel. Alors, il peut y avoir des mouvements irrationnels de foule, mais je pense qu'il a trop exagéré le trait. Je pense que... T'as jamais vu des gens qui achetaient du Nutella, toi, non? Mais non, mais il y a des mouvements de foule, mais c'est des cas particuliers. L'exemple du Nutella, je pense qu'il est parlant. Il y a des gros biais là-dedans. Raconte. Déjà, enfin, c'est pas passé partout. C'est des points chauds. C'est Tous quoi les des points caméras chauds? qui arrivent, Ouais. tel magasin, il y a eu une C'était pas image. des caméras, là, c'était Ouais, des des téléphones smartphones, je sais pas portables. quoi. Et du coup, on a quelques images, et puis ça fait le tour du monde, et on généralise quelque chose qui est arrivé. T'as vu le Black Friday? C'est pareil, c'est pareil. On a peu d'endroits, et puis peu d'images qui tournent en boucle. Donc il y a un biais déjà. T'as vu Katrina? On n'a pas montré... Ouais. Non, justement, Katrina, il y a plein de choses à dire. On n'a pas montré tous les gens qui ne sont pas allés au Black Friday. Voilà. En fait, c'est une mise en scène, Nutella ou Black Friday, de tous nos penchants. C'est un exutoire de tous nos penchants de consommation. C'est un peu comme un carnaval. Le carnaval, un jour de l'année, on se lâche complètement. On se travestit, on se déguise en ceux qu'on n'aime pas. Enfin voilà, c'est un exutoire social. Et ça, je pense que ça canalise un exutoire de cette société de consommation. Mais c'est pas du tout représentatif de l'être humain, pas du tout. Par contre, c'est représentatif d'une culture de l'égoïsme qu'on a développée, qui s'est installée depuis quelques décennies et qui est très implantée. Mais une culture de l'égoïsme, ça veut dire que... Enfin, ça veut pas dire la nature humaine est mauvaise. Et en fait, nous, l'être humain moderne, libéral, depuis 400 ans, depuis Descartes, qui s'est détaché de la nature, voilà, qui se pense en dehors de la nature, cette scission, cette coupure métaphysique, elle est super violente. Et là, on la vit parce que dès qu'on voit des images d'êtres humains qui sont violents entre eux, voilà, on en déduit la nature humaine est mauvaise. Parce qu'on n'a aucune idée de ce qui se passe dans la nature. Et c'est l'objet de notre livre L'entraide, l'autre loi de la jungle, qui est sorti là il y a quelques mois, pour lesquels j'ai tourné en ce moment. On a écrit avec Gauthier Chapelle, qui est un biologiste, et on est allé voir dans la nature ce qui se passe. Il y a énormément d'entraide. Toutes les espèces ont des relations mutuellement bénéfiques avec d'autres espèces. Ça, c'est des espèces sauvages. Toutes. D'accord, là on va passer sur du bon élevage. La coévolution. Tu connais le proverbe qui dit quand il n'y a plus de foin dans les râteliers, les chevaux se battent. Tu le connais celui-là? Non, je connaissais pas, mais ça m'étonne pas. C'est du bon terroir bien de chez nous. C'est de où? Ouais, Bourgogne. Quand il n'y a plus de foin dans les râteliers, les chevaux se battent. Si demain, je te mets dans le cas de figure, plus d'approvisionnement de Rungis. Alors, selon le paramètre,
grève, ou selon le paramètre climat, ou selon le paramètre attentat, ou selon le paramètre... Il y en a plein, on pourrait continuer longtemps sur le paramètre. Donc, trêve, on va dire grève de la chaîne alimentaire ou rupture de la chaîne À alimentaire. Rungis, on est mal là. Enfin, à D'accord. Paris, ils sont mal. Les taxis, ils ont décidé d'arrêter de faire chier le monde aux aéroports. Ils ont décidé d'être un peu plus genre intelligents. Ils se mettent devant Rungis. Bon, là, t'as l'armée qui débarque. Bah, il y a eu le cas en Grande-Bretagne en 2000, 150 grévistes, des camionneurs qui transportaient du pétrole, 150 qui font la grève. Au bout de 5-6 jours, l'armée était prête à intervenir. Donc le pétrole qui est aussi de la calorie. Donc c'est... Ouais, des joules, ouais. Non, mais c'est grave parce qu'il y a eu des opérations annulées, des opérations chirurgicales, il y a eu des entreprises qui ont fait faillite, qui n'ont pas redémarré, les écoles fermées. Voilà, en 3-4 jours. En fait, c'est une crise cardiaque de la société. Et crise cardiaque, chaque seconde, chaque minute qui passe, si tu réanimes pas, tu risques de plus pouvoir revenir à l'état normal, l'état initial. Et nous, on a tellement interconnecté, homogénéisé tout, avec des chaînes d'approvisionnement en flux tendu, avec des ordres, que la crise cardiaque, on ne peut plus se permettre 2, 3, 4 jours, une semaine. C'est dramatique, une semaine de blackout, c'est la folie. Alors qu'avant, nos grands-parents, ils avaient 2 mois, mais c'était normal d'avoir 2 mois de nourriture chez soi. Saucisson. C'était normal. Mais dire maintenant, aujourd'hui, on te prend pour un survivaliste parce que tu as 2 mois de stock chez toi, c'est fou. Donc on a une culture de l'hétéronomie, c'est-à-dire qu'on est le contraire d'autonome. On est devenu hétéronome, dépendant d'un système qui nous nourrit au jour le jour en flux tendu. C'est hyper fragile, hyper vulnérable. Bon, Rungis pète, se bloque, c'est pareil. En 2-3 jours, c'est la panique. Alors pourquoi ça peut être la panique ? Attends, c'est la panique, ça dépend. C'est là que c'est intéressant. Dans certains points, il peut y avoir des tensions. Donc l'effet Nutella, on va l'appeler. Ok. Parce que tu as une culture de l'égoïsme. Ça ne veut pas dire que la nature humaine est comme ça. Ça veut dire qu'on a appris à être comme ça. Et ça, on le montre bien dans notre livre sur l'entraide. Nous, ce qu'on montre, c'est que c'est pas les pénuries le problème. C'est les pénuries à venir. En fait, l'être humain, il sait gérer les pénuries depuis des centaines de milliers d'années. On a été fait là-dessus. On a évolué là-dessus. Ce qui est dangereux, c'est d'arriver dans les pénuries avec une culture de l'égoïsme, en croyant que l'autre, il va te bouffer la gueule. Et c'est ça la boucle. Tu vois, il y a un paradoxe temporel, philosophique, métaphysique, d'ailleurs que démêle bien Jean-Pierre Dupuis. Il y a une prophétie autoréalisatrice. Si tu crois, si tu es dans le bain culturel, que ton voisin, dès qu'il n'y a plus de nourriture, il va venir te voler, tu peux que te préparer à ça. Et en te préparant, en croyant ça, les autres te voient et du coup, ils croient. Et ça crée les conditions que tu voulais justement éviter. Écoute, on va rester très terre à terre. On va pas dire, voilà, par mimétisme, mon voisin se prépare, moi aussi je me prépare, parce que quand tu extrapoles ce sujet-là, ça donne la guerre froide et tout un toin. Bon. Ouais. Là, on va parler simplement d'apport calorifique. D'accord ? Quand tu as une catastrophe naturelle ou quand tu as, on va dire, imaginons un attentat sale avec 4 canettes de matière fissile qui explosent là où il y a de l'alimentation, de la flotte ou des choses comme ça. On s'est rendu compte, par exemple, avec Katrina, qu'au bout de 48 heures, les gens, même les plus gentils, commençaient à se poser des questions. Aller dans la rue, faire des rapines. À Katrina, à 2005, à la Nouvelle-Orléans. Ouais, et puis même à Saint-Martin, récemment, non ? Justement, en fait, on a creusé la question, et puis il y a pas mal d'études qui sont parues là-dessus. On a fait la compile. Donc c'est Jacques Lecomte, le psychologue, qui a écrit un livre qui s'appelle La bonté humaine, qui nous a pas mal influencé, il nous a mis sur la voie. C'était paru en 2010 chez Odile Jacob. Et puis lui, il a fait une compile aussi des psychologues, des sociologues qui ont étudié les témoignages des rescapés des catastrophes. Et du coup, il y a un livre génial aussi en anglais, il faut absolument le traduire, c'est de Rebecca Solnit, A Paradise Built in Hell.
Un paradis comment, construit en enfer. comment les communautés font face aux désastres. Et il y a un chapitre sur la Nouvelle-Orléans, Katrina. Et en fait, ce qu'il montre, c'est que dans toutes les catastrophes, les catastrophes brutales, tsunami, attaque terroriste, crash d'avion, incendie, tremblement de terre, etc., le comportement majoritaire, mais ultra majoritaire, c'est l'entraide et l'auto-organisation. Plus on va à l'épicentre, plus il y a du silence, pas du tout de panique, de l'auto-organisation et des actes d'altruisme extrême. Les tours jumelles, pareil, les témoignages... Ça, c'est des épiphénomènes. Ah non, 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 non. Non, mais les C'est tours jumelles, massif. Les scientifiques ont même abandonné le terme de panique. Alors, ce qui se passe, non, mais c'est normal, parce que quand on est choqué, quand tu vois, tout ton environnement, voilà, tu cherches la sécurité. Tu cherches d'abord à aider l'autre. Ça, c'est sur le moment. Là où peut arriver la culture, où la culture de l'égoïsme est toxique, c'est un moment quand ça retombe, et puis quand l'entraide, qui était magnifique, tu vois, dans les survivants, il y a des gens, des voisins, ils trouvent une casserole, ils se font à manger, enfin, ils survivent, quoi. L'être humain, il est comme ça, fondamentalement. Après, l'entraide peut se dégrader. Et ça, c'est passionnant, ce qu'on montre dans le bouquin sur l'entraide, c'est que l'entraide est puissante, mais elle est aussi fragile. Et dans un groupe, il suffit que tu aies un tricheur, deux tricheurs, ou comment ils disent les économistes, des passagers clandestins, pour que les autres qui coopéraient et tout ça, ils se disent « Ah ouais, mais lui, il triche, putain, lui, il a volé. Merde, bon, moi, j'arrête de coopérer, j'arrête de participer au bien commun. » Et là, l'entraide s'effondre, mais comme une traînée de poudre. Et là, tu as la culture de l'égoïsme qui revient. Et pourtant, les banques, elles trichent. Alors, mais justement, les politiques, ils trichent. Non, mais il y a des études d'économie passionnantes. La corruption, il y a beaucoup de tricheurs en ce moment. Et bien ça, c'est toxique pour la société. On est dans des sociétés ultra coopératives, d'accord, de millions d'individus. C'est unique dans l'espèce. De milliards. Milliards, si tu élargis. C'est unique dans le monde animal. C'est unique. On est une société, une espèce ultra sociale. L'être humain, c'est fou. Même entre personnes anonymes qui ne se connaissent pas, qui n'ont rien à voir génétiquement entre eux, etc. C'est fou. Et on arrive à faire cette cohésion à cause de la culture. On est des sociétés ultra coopératives grâce à notre culture. Les coopératives, les syndicats, l'école, Internet, tout ça, c'est des incroyables outils collaboratifs. C'est pas du vernis complètement bidon. Non, c'est la base. Regarde, et puis, tu as une culture de l'égoïsme qui vient, tu as des banquiers, et puis ça s'installe peu à peu, ça grignote, ça ronge, et puis ça peut faire renverser, tu vois, il y a et puis il y a un seuil à partir duquel ça peut. Tu trouves pas que c'est du vernis regarde, tu me parles d'une société qui coopère, on va élargir au monde. Il n'y a pas de guerre. Je parle pas d'un monde bisounours. D'accord. Dans la nature. Tu me parles d'un effondrement d'une société thermo-industrielle. Il n'y a pas que la France, l'Europe, la Suisse et la Belgique. Si le dollar se vautre, que les Africains n'arrivent plus à acheter à manger, je dis les Africains entre guillemets, hein, les pays pauvres, en face de la ceinture méditerranéenne, est-ce que tu crois que les Suisses ils vont les accueillir à bras ouverts? Quand on voit le Danemark, j'ai été récemment au Danemark, ils ne veulent pas de migrants au Danemark. Hein. Ils ne veulent pas. Hein. Est-ce que tu trouves qu'on coopère beaucoup ou c'est simplement du bullshit qu'on nous raconte à longueur de journée, que les sociétés coopèrent, que les gens coopèrent, et que ce vernis n'est que maintenu par de la dette et par on est tous gentils, ça va bien se passer, tout se passe bien. Si tu fermes un petit robinet, tu crois que ça va rester aussi gentil que ça? Non, mais dans ce cas-là, oui, il y a du vernis, entre les pays, c'est plus compliqué que ça. Nous, ce qu'on montre, dans la nature, il y a aussi des actes d'agression, de compétition. Enfin, il ne s'agit pas de le nier, tu vois. Le lion, il mange la gazelle. Les chimpanzés ne se tabassent pas entre clans pour avoir accès à des femelles, se tabassent, à de la bouffe. Mais l'être humain, il tue son prochain tranquillement, depuis la nuit des temps. Les orques, enfin, voilà. Mais on ne peut pas nier tout le reste. L'autre côté du tableau. Les lionnes, elles coopèrent pour chasser. Tout vit en symbiose. Enfin, toi, tu as des micro-organismes en symbiose dans toi. Ils ne pourraient pas vivre sans toi. D'ailleurs, c'est toi. Tu es eux. Enfin, je veux dire, ça fait partie de ton individu. La pollinisation, les insectes, les plants, des milliers. Enfin, tout. Il y a les manchots qui se tiennent, qui survivent parce que
parce qu'ils se regroupent. En fait, c'est même un principe de l'évolution biologique, c'est-à-dire ceux qui survivent Sont ceux qui sont coopèrent. ceux qui coopèrent le plus. Voilà, c'est un principe de l'évolution, un des principes. Voilà, mais on n'a pas mis les projecteurs là-dessus, et pendant 200 ans, 150 ans, on n'a vu qu'une partie du tableau. Nous, ce qu'on montre, c'est que on a une jambe hypertrophiée, tu vois, en culture de la compétition, et une jambe atrophiée. L'altruisme, ouais, c'est pour les naïfs, c'est bisounours. La coopération, les mutualismes, ça marche pas. Mais en fait, non. Non seulement ça marche, c'est plus puissant, ça vient spontanément. Enfin, des expériences incroyables, si tu veux, on en parle après. Donc nous, ce qu'on voulait faire, c'est décomplexer les gens qui pensent ça. Et notre livre sur l'effondrement, il a permis de décomplexer un peu, dans certaines sphères, cette question de l'effondrement. On peut en parler maintenant un peu plus librement, on peut avancer des chiffres sans qu'on se prenne des remarques désagréables dans la figure, etc. Notre livre sur l'entraide, ça décomplexe ceux qui ont cette intuition. Mais c'est vital d'arriver à fissurer les imaginaires, de casser cette culture de l'égoïsme, qui croit que l'être humain, il est spontanément égoïste. Et là, les expériences sont géniales. Non seulement en temps de catastrophe, tu as des tendances prosociales extraordinaires, mais en temps ordinaire, donc il y a des économistes qui ont fait des expériences où ils ont mis autour de la table des gens, ils leur ont filé 10 ou 20 dollars, et puis ils ont fait des expériences, et en bougeant des paramètres, ils mesurent la capacité prosociale, coopérative ou égoïste des gens. C'est génial, ces expériences. L'expérience de 1000 grammes. Ouais, attends. Et du coup, sur le jeu du bien public, justement, où les joueurs participent au bien commun, ils ont remarqué que ceux qui participaient, qui misaient sur le bien commun, il y avait ceux qui misaient et ceux qui misaient pas, qui étaient égoïstes, et bien ceux qui misaient, c'est ceux qui répondaient le plus rapidement. Alors ils se sont dit, ah, c'est intéressant. Ils ont demandé aux gens de répondre plus rapidement, ils les ont stressés. Et les gens ont été globalement plus coopératifs. Puis après, ils ont demandé aux gens de réfléchir, de prendre leur temps, etc. Et les gens étaient globalement plus égoïstes. Pareil, une autre expérience où ils ont stressé les joueurs en disant après vous devez faire un exposé devant plusieurs centaines de personnes. Les gars ils étaient comme ça, et ben au jeu économique ils ont été plus coopératifs. Quand l'être humain est stressé, il est en mode intuitif, il est spontanément plus altruiste. C'est fou. Ok, c'est fou. Ça fissure notre imaginaire. Ça ne veut pas dire que c'est un monde de bisounours. Ça veut dire que si tu réfléchis, tu peux entuber ton voisin, le tuer, tu peux t'organiser pour massacrer, tu peux coopérer pour massacrer ton voisin. Tu en parlais, les guerres, c'est ça. Et justement, on commence à voir l'architecture entre coopération et compétition, comment ça s'emboîte. C'est ça qui est magnifique. On arrive à devenir compétent en compétition et en coopération. Et c'est beau. Et du coup, on peut comprendre, donc ça, on a un chapitre là-dessus sur la géopolitique. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment de l'humanité où le changement climatique... Donc, ouais, un des meilleurs moyens de faire coopérer un groupe, c'est de créer un grand méchant loup, un ennemi commun. Okay, ça, c'est classique pour faire une guerre. Pour souder un peuple, tu fais la guerre aux voisins. Un terroriste. Ça, c'est... Ouais, voilà. Mais Pierre connaît ça, justement, dans L'ennemi intérieur. Non, la fabrication d'un ennemi, je crois. Fabrication de l'ennemi. De l'ennemi, super bouquin. Il parle de tous les moyens de fabriquer un ennemi aussi pour justement coopérer. Bien. Eh ben, on peut voir le changement climatique ou la possibilité d'un effondrement ou les chocs systémiques globaux, tout ce qu'on dit là depuis le début, comme en fait le nouveau grand méchant loup qui pourrait permettre une coopération internationale. L'humanité va enfin se serrer les coudes pour ne pas mourir en fait, pour ne pas s'auto-suicider, pour résister, enfin pour survivre ou vivre plus longtemps au changement climatique. Le problème, c'est qu'il manque plusieurs ingrédients, et on les détaille dans le livre. Pour qu'il y ait entraide dans un groupe, il faut qu'il y ait sentiment de sécurité, qu'on se sente bien avec les autres dans le groupe. C'est pas gagné au niveau international, parce qu'on sait qu'il y en a qui trichent, il y a des services secrets, tout ça c'est le bordel. 2, sentiment d'égalité ou d'équité. On en est loin. Quand tu as les États-Unis, tu as 5 pays qui ont le droit de veto, enfin déjà, c'est pas au niveau de l'ONU, il n'y a pas du tout d'équité. Tu as des petits pays, tu as des grands pays, enfin, pas du tout de sentiment d'équité. Mais ça, c'est hyper toxique pour un groupe. Le sentiment d'inégalité ou d'injustice, alors là, ça provoque un effondrement de la... Tu as déjà essayé d'enlever un gâteau à un obèse ?
De quoi? T'as déjà essayé d'arracher un gâteau à un obèse? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Bah, Le train de vie américain est pas négociable. ouais, c'est ça. Bon, C'est après, tu as la la question de COP la dépendance 21. aux Ouais. drogues. Enfin, je veux dire, dépendance au pétrole, c'est une vraie drogue. La dépendance à la dette À la aussi. dette, ouais, à La la dette qui est croissance, etc. simplement Ouais, une tout à fait. calorie espérée, future. Attends, le troisième sentiment, c'est le sentiment de confiance. C'est juste pour terminer ça. Par rapport à la, à la dépendance à une drogue, ça, petite parenthèse sur le mouvement de la transition, je trouve ça vachement intéressant si vous creusez. Enfin, le manuel du transition en parle bien. Une des techniques pour justement se libérer du pétrole, ils ont été les prendre dans la psychologie Les toxicos. de sevrage, ouais, des toxicos. Et c'est passionnant. Du coup, on fait des groupes d'entraide, etc. Et c'est les mêmes au niveau collectif. Tu as les mêmes méthodes de psychologie, je sais pas comment dire, de suivi, Sur des petits groupes. des petits groupes, enfin dans les transitions, quoi. C'est toujours des groupes locaux, de quartiers, etc. Et tu peux faire ça et ça te sert à te désintoxiquer du pétrole. Je trouve ça génial. Ça permet d'avancer. C'est peut-être pas la panacée, mais en tout cas, ça montre bien qu'effectivement, il y a au pétrole, enfin, on est complètement drogué. À un produit pas cher. Enfin voilà, le pétrole, c'est magique. C'est une source d'énergie magique et on ne peut pas s'en passer, quoi. Alors, une question d'internet. Ne vaudrait-il pas mieux accélérer l'effondrement? Ouais, c'est une question qui revient souvent. Euh, pour l'anecdote, j'ai été voir le film Demain. Et tout le monde en parlait et j'ai trouvé ça ok, c'est cool. Moi, ce que j'ai adoré, c'est que dans la première scène, attends, je fais un petit détour, mais je viens à la question. Dans la première scène, ils interviewent Barnowski. Ah, pour moi, c'est un de mes héros scientifiques qui décrit la possibilité d'extinction de l'espèce humaine. Enfin, il est vraiment à fond collapse. Vraiment, c'est très chouette ces études. Et tu as Cyril Dion et Mélanie Laurent qui l'interviewent. J'ai trouvé ça génial. Et les gens, il y a tout le film qui se passe, c'est la fin du film, les gens ils se lèvent, ils applaudissent. J'ai trouvé ça fou. On applaudit, et il y a un gars qui dit attends, mais c'est vraiment possible qu'il y ait une extinction de l'espèce humaine pour les questions climatiques, Juste parce qu'ils sont comme des cons à applaudir. je sais pas, moi j'ai trouvé ça fou. Et du coup, je suis allé voir, je suis rentré le soir, j'ai mis sur mon mur Facebook, j'ai mis est-ce que selon vous, les solutions, parce qu'il parle bien de solutions, moi je parle jamais de solutions, les solutions du film Demain, est-ce que ça sert à éviter l'effondrement? Est-ce que ça sert à le ralentir? Ou est-ce que ça sert à l'accélérer? Parce qu'on réfléchit, si tout le monde se met à faire des éoliennes, enfin voilà, tout ça, finalement ça va précipiter les choses et en fait on va débrancher les gens d'un système qui va s'effondrer. Donc, et les résultats ont été fous. Personne n'a répondu pour éviter l'effondrement. Bon d'accord, il y a un biais d'algorithme Facebook que je connais pas et j'ai eu genre 300 réponses ou 340, je sais plus. Mais c'est plein de gens que je connaissais pas. Mais la moitié ont dit ça sert à accélérer et la moitié ont dit ça sert à ralentir l'effondrement. Pour moi, c'était intéressant parce qu'on a vraiment une photo, un instantané de l'imaginaire des gens. C'est-à-dire je pense que ces derniers mois, il y a eu un basculement. La question de la possibilité d'une rupture, d'un effondrement, elle est beaucoup plus présente qu'il y a 4-5 ans. Je faisais des conférences, les gens ils étaient livides. À chaque conférence, il y avait des gens qui pleuraient, qui se levaient en colère, qui étaient démontés, enfin, c'était fou. Et là, ça passe toujours comme une lettre à la poste. Au contraire, les gens sont plus heureux, je dirais, dans l'enthousiasme. Il n'y a pas un phénomène de gourouisation aussi? Peut-être, ouais, il y a un biais, je sais pas. Mais ouais, non, il y a pas que ça. Enfin, c'est d'autres gens avec qui je parle qui ont ce ressenti. Mais ce qui fait plaisir aux gens, ce qui met dans la joie, c'est le fait de ne pas se sentir seul. Parce qu'au début, quand on découvre le sujet, on est seul. Et après, quand on commence à travailler, à malaxer ce sujet, à le traiter, à se morfondre, à y penser jour et nuit, dès qu'on va voir des gens qui pensent pareil, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Il y a une fameuse échelle de conscience de Paul Shefurka, je ne sais pas si tu connais. C'est un collapsologue canadien qui écrit un blog magnifique en anglais, qui a beaucoup fait pour populariser tout ça, le choc systémique, voilà, le collapse, tout ça.
L'association Adrastia a publié un de ses posts, il l'a traduit en français, et ça s'appelle les étapes de la prise de conscience. Et il décrit 5 stades. Stade 1, c'est déni, il ne se passe rien. Enfin, il n'y a pas de problème. De toute façon, s'il y a un problème, il suffit de plus de croissance et il n'y a pas de problème. La science et la technologie va nous sauver. Stade 2, je ne sais plus exactement, il faudrait voir, mais stade 2, c'est il y a un problème. Gérard Rolls. Le climat, le pic pétrolier. Non, c'est le nucléaire. Mais non, c'est la finance. Mais non, t'es con, c'est les inégalités. Non, c'est ça, non, c'est ci. Il y a un problème majeur qui focus tout. Et puis à un moment, on passe au stade 3, c'est en fait, non, il y a peut-être 2 ou 3 problèmes. En fait, peut-être que climat et pétrole, c'est lié. Ah ouais, mais non, mais du coup, peut-être le nucléaire aussi. Ouais, non, mais en fait, il y a les métaux rares. Et on passe son temps, dans des réunions, à prioriser, à donner des priorités aux luttes, quoi. Non, ce qui est plus important, c'est le changement climatique. Mais non, c'est le nucléaire, etc. Et puis après, on creuse, on se rend compte que tout est lié, en fait, de manière inextricable. Et stade 5, c'est... il y a un effet, en fait, quand tu te rends compte que tout est lié, c'est « oh ». Enfin, ça casse beaucoup de choses dans l'imaginaire, ça fait des ruptures. Et le stade 5, c'est en fait, le problème, il dépasse l'entendement, il rend fou. Tu t'en bats la race. Non, là, tu reviens au stade 1. Mais, on en parlera après si tu veux des réactions, mais si tu penses trop, tu deviens fou. Et si tu n'y penses pas, tu deviens fou aussi. Et le problème, c'est qu'à chaque stade, on perd 90% des gens. Tu vois, 10%, 10%, de 10%, de 10%. On se retrouve très peu nombreux à être au stade où on se dit, mais en fait, ça va tout changer, le futur, la représentation du monde, mon rapport avec les autres humains, avec les non-humains, avec mes enfants, avec ma femme, avec... En fait, c'est un problème. Et là, tu pars dans la représentation, enfin tout. Et du coup, il y a plein de gens qui disent c'est un chemin spirituel, c'est une transition intérieure. D'ailleurs, Paul Chefurka, il a arrêté, il y a genre un an et demi, il a dit « I quit ». Il a fait un post sur Facebook, il a dit « j'arrête la collapsologie ». Et il a pris un chemin spirituel très riche d'ailleurs, c'est passionnant. Mais Michael Ruppert, il s'est tranché la gorge. Ouais, un autre chemin. Mais je crois qu'il s'était flingué. Du moins, les informations que j'ai, c'est il a pris sa dague, il s'est ouvert. Ah, j'avais vu il y a eu un reportage. Ouais, bon, bref. Fact-checker. Quelqu'un qui connaissait l'hymne française, qui parlait français. Ouais, il était vraiment un whistleblower. Mais justement, c'est le destin des Cassandres. C'est dur d'avoir raison avant tout le monde. Et bon, là, heureusement, on commence à être nombreux, donc c'est pas si dur que ça. Et je pense qu'il faut continuer à s'approprier le sujet. Il y a plein de jeunes, même de moins jeunes, qui commencent à se décomplexer, quoi, et ça fait du bien. Enfin, ça devient, je dirais pas de notoriété publique, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens savent et du coup s'interdisent d'en parler en public. Quand on a une certaine position, stature. Enfin, j'ai l'impression que ça s'est retourné, que maintenant les gens savent et n'en parlent plus volontairement, plutôt que ne savent pas, et tu vois. Et c'est un peu comme les vaches avant l'abattoir. Elles arrêtent de faire du bruit. Elles savent. Il y a un moment, elles lâchent. Il y a un truc qui se passe ces derniers mois. Il y a une prise de conscience et c'est assez massif. On avait dit qu'on parlerait d'un truc là juste après. Du coup, j'ai perdu le fil. Fais-toi plaisir. Ah oui, sur les réactions. Ça aussi, c'est marrant parce que on a fait un chapitre marrant dans le bouquin. On s'est amusé à décrire les réactions des gens. Une fois que tu commences à y croire, une fois que tu as eu ces gros déclics, eh ben, il y en a qui sont dans la colère plutôt, qui disent bien fait pour la gueule à ce système, vivement que ça s'effondre. On les a appelés ça va pétistes, ça va péter. Ils disent voilà, ça va vite péter, bien fait, bien fait. Et un jour ou l'autre, tout se paye. Voilà. Et du coup, c'est plutôt un ressentiment, voilà, un système inique, dégueulasse. Et voilà, et vivement. Alors, je ne sais pas si la personne s'inclut dedans, ou se voit en train de voir le monde s'effondrer, je ne sais pas. Mais c'est une réaction assez courante.
il y a ceux qui, au contraire, se disent bon, bah attends, c'est foutu. Allez, on va au bistrot, on va boire des verres. Tant qu'à faire, on va se faire plaisir. C'est la fin, voilà. Bistrot, et il y a des trucs plus sympas que le Ou le bistrot, plus quoi. sympa, si tu veux. Faut Puis il y en a Faut qui. essayer Saint-Barth, c'est pas mal. Et il y en a justement, le côté profiter de la vie, qui le décline dans le mauvais côté, c'est-à-dire on va faire chier les gens une dernière fois avant de mourir, et du coup qui se mettent à polluer, à saccager tout parce que c'est la fin. Et puis tu as la réaction, et après tu as tout l'éventail des réactions entre on est tous dans le même bateau, c'est tous ensemble, sinon rien. C'est plutôt ce qu'on a appelé les transitionneurs. C'est un mouvement plus collectif, plus non violent, plus pacifiste. Et puis la caricature, on est encore dans les caricatures. Le bout de l'éventail, c'est je vais me terrer chez moi dans mon bunker parce que tout le monde est potentiellement un danger. Donc le côté survivaliste. Donc, et là-dedans, il y a tout l'éventail. Et je pense qu'on est un peu tous là-dedans, quoi. Le côté tous ensemble, on va plus loin. Et le côté tout seul, on va plus vite. Toi, t'es plutôt tous ensemble, on va plus loin, c'est ça? Je l'étais très fort au début, et là, je suis un peu les deux maintenant, j'avoue. Ouais. Tout seul, on va plus vite? Ouais. Alors, c'est marrant parce que tu peux l'inverser. Tu sais. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. En fait, tout seul, on fait rien, et ensemble, c'est le bordel. Quand t'as mal dormi, quand t'es fatigué, parfois, c'est un peu ça. Bah ouais, mais tout est plus complexe que ce qu'on croit. Hein. Non, mais ça risque d'être assez le bordel quand même. Et ça, il faut s'y préparer, je pense. Une bonne boucherie sociale à l'ancienne. Question d'Internet. Comment gérer le nucléaire, ses déchets et infrastructures dans un monde qui s'effondre? Bonne question. Ça, c'est... Il n'y a pas que les déchets dans le nucléaire, en fait. Il y a les centrales, carrément. Ah, les piscines aussi. Bah, les piscines, les centrales. Non, mais les réacteurs. Parce qu'en fait, il faut 2 heures pour éteindre un réacteur. Il faut 4, 5, 6 mois pour le refroidir. Et pendant ce temps-là, il faut de l'énergie. Il faut des ingénieurs qui viennent, il faut des voitures pour les ingénieurs. Et du coup, s'il y a une rupture... Il faut des routes. Il faut des routes, il faut la paix sociale, enfin, voilà. Et ça, c'est une question majeure. On n'a pas de réponse encore. Une petite réquisition. Ouais. Et il y a des stocks stratégiques et tout ça. Mais s'il y a un blackout, du coup, il y a des pompes. Les centrales ont besoin d'électricité. Et puis, elles ont des pompes de sécurité des groupes électrogènes. Spécial Tsunami Et on a au Japon. Ouais, qui marche super bien d'ailleurs. On a demandé à des ingénieurs, avec Gauthier Chapelle et Raphaël, des ingénieurs du nucléaire, on n'a pas encore trouvé la réponse. Si jamais il y a blackout électrique et rupture d'approvisionnement pour les groupes électrogènes. Oh, Pas prévu. c'est ballot. Alors s'il y a un ingénieur qui nous écoute, s'il a la réponse, je suis très friand parce que j'ai pas encore de réponse. Donc ils n'ont pas en fait pensé le risque systémique d'un effondrement rapide, enfin d'un choc social, politique, économique rapide. Et on a quand même plus de 235 réacteurs allumés dans le monde. Il y en a plus de 400 en construction, mais il y en a qui 58 ou en France, c'est ça? 56 ou 58 en en France? France. Ouais, c'est quand même... pour moi, voilà. Et après, la question des déchets, mais ça, c'est à plus long terme. C'est-à-dire, pour moi, on ne peut pas garantir une stabilité enfin, climatique déjà, énergétique, politique, sociale, économique, sur le moyen et le long terme. Et là, le problème, c'est qu'on parle de très long terme. Le politique, il est designé pour quelques années, pour la prochaine élection. Le ramassage des ordures. Voilà. Et là, on parle de gestion à plusieurs dizaines, centaines, milliers, millions d'années. C'est fou. Quand on voit que les Égyptiens, on a perdu la trace des pyramides après 4000 ans. Des pyramides, quoi. On ne sait même plus où elles sont sous le sable, on ne les retrouve plus. Comment tu veux qu'on prévoie la stabilité des déchets nucléaires sur des milliers d'années? Ils voulaient mettre un tableau, tu sais, le cri, pour prévenir les futures générations qu'il fallait pas ouvrir. Ouais, c'est une grande question philosophique. Mais je pense qu'il y a beaucoup à faire là-dessus. Hein. Enfin, c'est une grande question. Pour moi, c'est l'enjeu de notre génération, le nucléaire. Enfin, surtout en France, quoi. Alors, 2 questions d'Internet. Apportez-vous votre soutien à une figure politique actuelle? Si oui, laquelle? Alors, laquelle en féminin aussi. Et deuxième question,
Est-ce que l'effondrement de cette société est vraiment grave? Point d'interrogation. Sommes-nous obligés de passer par là pour évoluer? Point d'interrogation. La première, soutient un homme politique, non. Ton avis sur les politiques? Bah pareil que les survivalistes ou les transitionneurs, il y a tous les chéquiers ou les riches, tu vois. Il y a des politiques qui savent, d'autres qui savent pas, d'autres qui croient pas, d'autres qui ont un pouvoir de faire, qui font pas, d'autres qui n'ont pas de pouvoir, essayent mais qui arrivent pas. Il y a plusieurs échelles, il y a de tout. Il y a des gars super sympas, il y a des enfoirés, voilà. C'est qui Donc les les sympas, c'est qui politiques, les enfoirés? je sais pas, moi j'ai été formé à la collapsologie, entre guillemets, par Yves Cochet. Celui qui annonçait en 2008 qu'en 2015, il n'y aurait plus de Ryanair, de Ouais, compagnie low cost. ouais. Bah ouais, C'est un tu peu décales de... planté, non? Ouais, mais les prévisions, c'est toujours comme ça. Mais franchement, non, il a un discours assez clair, assez précis, assez lucide. Voilà, c'est intéressant. Mais c'est pas parce que tu te gourres sur un truc qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Tu vois, par exemple, Je me fais Jean-Marc l'avocat du diable. Jancovici, je suis pas d'accord avec lui sur le nucléaire, mais tout ce qu'il dit, enfin, tout le reste est vraiment pertinent. Donc, du coup, la question, c'était... ouais, les politiques, ben, alors, bon, c'est... En fait, je me méfie toujours de ce milieu-là. C'est un milieu que je fréquente peu et naturellement, j'ai plutôt tendance à, je sais pas, mon côté libertaire ou je sais pas quoi, mais à éviter. Le milieu de l'entreprise aussi, c'est un milieu que j'ai toujours évité. Et là, Tu fais comment pour travailler? c'est-à-dire pour gagner de l'argent, Ouais. bah, faut se débrouiller. Enfin là, je fréquente un peu plus, je termine juste la phrase, un peu plus ces milieux, mais très doucement. Juste, j'apprends à les connaître, je suis assez prudent. Mais pour vivre, comment on devient collapsologue? C'est une question qu'on me... Non, pas comment on vient. Comment on Tes vit? ressources, si Bah tu ouais, touches comment on les. devient chercheur indépendant D'accord. ou interdépendant, comme on dit. Ben, la débrouille, euh, les articles. En fait, moi, je suis plutôt un intellectuel, donc comment il fait un intellectuel pour vivre? Vendre des articles, des expertises, faire des conférences, vendre des livres, ça gagne pas beaucoup, très peu. Enfin, c'est rare les auteurs qui arrivent à vivre de leur bouquin. Donc moi, j'en vis pas encore. Je fais des conférences. J'ai vécu 2 ans au chômage, grâce au chômage. Mais là, c'était il y a longtemps. Voilà, j'ai une famille qui m'aide, des parents, une compagne. J'ai économisé un peu pendant un moment où je gagnais de l'argent. Et surtout, la clé, c'est de moins dépenser. Donc là, on dépense pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Une fois que tu as réduit, c'est la priorité. Une fois que dépenser moins pour travailler moins, c'est ça en fait le truc. Du coup, on libère du temps et par boucle de rétroaction, on peut faire des trucs chouettes. Il y a mes parents à un moment qui me demandaient mais pourquoi tu travailles pas? Et je dis mais j'ai pas le temps. Et tu vois, c'est ça le truc. D'ailleurs, on va pouvoir rebondir sur ça. Qui a des budgets aujourd'hui pour travailler sérieusement sur les questions de la gestion de l'effondrement? Université, fondation, entreprise? Question d'Internet. Ça, c'est une bonne question, j'aimerais bien le savoir. Bah ouais, parce que moi, mon boulot, je trouve, c'est de mettre en lien des différents milieux qui ne se parlent pas. Et aussi bien les universitaires, il y en a qui sont passionnés par ça. Peut-être qu'ils vont décrocher des budgets, mais ça, c'est leur processus universitaire. Des chercheurs, l'administration, des militaires, des assos écologistes, non, mais il y a enfin, il y a des prêtres qui nous citent, il y a des anarchistes, il y a des gens d'extrême droite, il y a de tout. Cette question de l'effondrement, elle est transversale à tout. Et moi, ce qui me tient à cœur et aussi ce qui m'amuse, je m'amuse beaucoup là-dedans, en fait, c'est de mettre en lien, ouais, de tisser du lien pour essayer que les gens se parlent voilà, et trouvent ensemble des chemins à prendre, quoi. C'est tout à ton Et honneur. là, je suis aussi critiqué pour ça, hein, mais Comment ils te critiquent? bah, pourquoi tu vas parler à ces gens-là et eux, pourquoi tu leur parles, etc. Mais c'est le problème des étiquettes dont on parlait tout à l'heure. Mais attends, j'ai perdu le fil. Ça commence à être long là. Bah, on est à 20h49. Attends, Ça c'était fait quoi? On parlait 1h09 de... minutes qu'on est là. On va pouvoir rentrer dans le dur. Ça chauffe là, on commence.
Attends, j'ai perdu le fil, tant pis. Tant pis. Comment Comment on fait parler de pour vivre, ouais, l'effondrement? c'est Alors, ça. je t'aide. Comment parler de l'effondrement en public, du coup? Question d'Internet. Comment parler les trois questions, Avant, là, on a avant, répondu. avant, c'était qui a des budgets? Est-ce que les universités ont des budgets? Des choses comme ça. Ouais, ben moi j'aimerais bien qu'il y ait plus de gens dans les différents milieux qui se mettent, qui deviennent chercheurs indépendants ou pas, je m'en fous, mais qui trouvent des budgets et qui se mettent à bosser ce sujet, quoi. Donc On un fait appel, au ministère de la Défense. n'importe qui, mais tout le monde, je pense, devrait. Voilà, moi, à un moment, j'ai pris des articles, je les ai compilés, et j'en ai parlé. Voilà, je pense que c'est accessible à plein de gens. Et il y a plein d'intelligences, mais qui sont mal utilisées en ce moment. Plein d'ingénieurs. Je te jure, je reçois des messages très touchants de gens qui disent j'ai écouté une conférence, j'ai lu votre bouquin. Voilà, je suis ingénieur, je fais je sais pas, un mémoire de fin d'études en polytechnique ou je sais pas quoi. J'en ai marre, ça n'a pas de sens. Je vois bien qu'il y a un effondrement et c'est pas utile de faire des bagnoles. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? J'en ai reçu des centaines des messages comme ça. Il y a plein d'intelligence qui est là et qui demande que à être, enfin voilà, à trouver du sens. Donc on a vraiment du boulot de mettre en lien plein de gens, quoi. Il faut faire des groupes locaux, il faut se mettre en réseau. Question Internet. Penses-tu que les technologies et l'innovation ont un rôle positif à jouer? Les technologies et l'innovation. French Tech, les machins comme ça. Ouais, grosse question aussi. Bah, là, j'aime bien le travail que fait Philippe Bilwix. Vous l'avez reçu ici. C'est un peu comme ça que je réponds souvent, c'est-à-dire que, pareil, si tu vas vers les low-tech, c'est super. Enfin, il y a plein de chouettes chemins à prendre, l'innovation. Tout à l'heure, je parlais de Wes Jackson, un agronome du Land Institute au Kansas, aux États-Unis. Il fait de l'innovation en traction animale, de l'innovation agroécologique, tu vois, de l'innovation. Pour moi, c'est ça la biotechnologie. C'est d'inventer des machines plus performantes en traction animale. C'est fou, c'est une sorte de retour vers le futur. Enfin, on est dans un grand déclic dans l'imaginaire. Donc pour moi, les low-tech, ça fait partie des technologies, des techniques. Hein. L'être humain est un animal technique. Mais aller commencer à développer de la domotique, des maisons passives ultra technologiques, du high-tech et des renouvelables high-tech, je pense que c'est une mauvaise voie. La technique, après, en général, enfin, je pense qu'il y a du bon et du mauvais, quoi. Donc, faut être malin. Faut encore une fois complexifier la chose et aller voir cas par cas ce qui est pertinent ou pas. Mais il y avait une question juste avant. Tu avais posé. Elle a disparu de mon écran. Ah zut. C'est la première. Comment parler d'effondrement en public, du coup? Ah ouais. Eh ben, ouais, c'est une question intéressante parce que du coup, si on motive les gens à en parler, à se décomplexer, moi je pense qu'il ne faut pas chercher à convaincre. Ce que j'ai appris durant ces années, c'est que ce qui touche, en fait, c'est de raconter son parcours, de raconter comment on a vécu la chose, pas de chercher à convaincre, pas d'être dans la tête, je trouve. Je trouve qu'il faut raconter les choses vraies, ancrées. Quand tu es bien dans tes baskets, tu es bien dans tes idées, tu dis les choses. Les gens, ils sentent tout de suite quand c'est ancré, quand c'est aligné. Tu t'ouvres. Et en ouvrant ton cœur, je dirais, enfin, les personnes en face, elles changent complètement. Et je trouve que c'est plus apaisé, on est moins dans la tête. Et on peut parler de chiffres horribles, de choses incroyables, comme ça. Il y a quelque chose, il y a une sorte de magie. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il y a peut-être une gymnastique, un truc à prendre, mais je sais par expérience qu'on peut parler de ces choses-là en public, de manière posée, calme. Ça peut le faire. Voilà, il faut s'entraîner, je sais pas. Peut-être qu'il y a plusieurs manières, en tout cas c'est la mienne et ça marche. Question d'Internet. On voit souvent l'effondrement comme négatif. Pourra-t-on en tirer quelque chose de positif? Bah ouais, Reconstruire un monde plus égalitaire, une nouvelle économie. Bah, c'est une question un peu large parce que qu'est-ce que veut dire positif? Pour les uns, ça va être ça, pour les autres, ça va être ça. Mais oui, globalement, l'effondrement, on l'a fait exprès, c'est un mot valise, un mot obus, dirait Paul Ariès, qui explose dans la tête, qui n'est pas récupérable.
Là, si le capitalisme arrive à récupérer ce mot-là, peut-être ils arriveront, hein, mais faut le faire. Mais quand on dit effondrement, on met les pieds dans le plat, pour moi, en tant que biologiste, c'est évident que derrière, il y a renaissance. Tous les processus biologiques, les écosystèmes. Mais à quel prix? Alors ça, c'est dans le monde des humains. Dans le monde biologique, il y a, pour moi, c'est, je sais pas, c'est ma manière de penser, c'est ma culture. Quand on dit effondrement, on dit forcément renaissance. Il y a des cycles, etc. Le problème, c'est que dans notre culture, Il n'y a pas d'anéantissement dans ta... si, il y a, et c'est une possibilité. Il faut le penser, et on le pense d'ailleurs. Mais il y a une possibilité de renaissance aussi. Et donc, j'ai remarqué justement qu'il y a plein de gens qui pensent effondrement sans penser forcément renaissance. Du coup, il y a tout un travail pédagogique. Mais ça, je pense que c'est le mythe de l'Apocalypse qui est fort présent. Tu vois, on a une culture aussi judéo-chrétienne. Soit on a le mythe du progrès linéaire qui est très présent dans notre inconscient, soit c'est un mythe du coup près du, tu vois, la fin du monde en un jour. Pragmatique. Et puis il n'y a rien. Tu veux une réponse pragmatique? C'était quoi la question? Moi, je pars vite dans la théorie. Le positif. Le positif. Dans Bah ouais, l'effondrement. Bah ouais. Chacun voit ce qu'il veut. Tu projettes ton imaginaire et il y en a plein qui voient ça super positif. Enfin, on va avoir un déverrouillage massif de plein de trucs qui empêchaient le monde de changer, hyper toxiques dans cette société. Ça s'effondre. C'est ce que je prends. La métaphore que je prends, c'est l'arbre. Bon, désolé, c'est encore théorique, mais tu as le gros arbre qui s'effondre dans la forêt. À un moment, on sent, tu vois, on sent qu'il va partir. On lâche. Et on passe on met notre énergie dans les jeunes pousses qui suivent. Et c'est parce que le grand arbre tombe que les jeunes pousses émergent enfin à la lumière. Passons notre énergie, passons du temps dans les jeunes pousses, dans ce qui arrive, quoi. Il y a plein de gens en ce moment qui font des trucs de fous pour l'avenir. Voilà. Alors, ce qui est intéressant là-dessus, positif, négatif, optimiste, pessimiste, moi je dirais on s'en fout. Ma posture, c'est ni l'un ni l'autre. Peu importe qu'on soit optimiste, pessimiste. Moi, je dis toujours, ça dépend si j'ai bien dormi ou pas. Ça dépend des jours. Ce qui compte, c'est d'y aller, de faire ce que tu penses vraiment, sincèrement, qui va changer les choses, que tu as envie que ça apparaisse, quoi. Et donc, tu y vas, tu le fais. C'est un peu comme Emmanuel Macron, non? C'est ton projet? Ouais. Non, pas du tout. C'est quoi ton avis sur Monsieur le Président? Je n'ai pas d'avis, je m'en fous. Je n'ai pas d'avis. T'as voté aux dernières élections? Non. Comment as-tu réussi à te décider à faire des enfants dans ce contexte? Question d'Internet. Question qui revient souvent aussi. C'est ta nana qui t'a poussé, en fait. Non, on l'a fait Elle à t'a deux. dit, on fait un gamin, sinon c'est terminé. Non, pas du tout. Non, on l'a décidé ensemble. Je me souviens un moment dans ma jeunesse avoir dit que je voulais pas d'enfant et que c'était pas écologique, tout ça. C'est la tête. Je pense, pour moi en tout cas, c'est pas la tête qui a décidé. Je sais pas, c'est un truc très, très profond qui vient et ça s'est fait super naturellement. Bah, heureusement. Ouais, non, mais pour certaines personnes, c'est pas du tout naturel, hein. J'ai beaucoup de témoignages, hein, qui me disent de tout, en fait. Il y en a qui veulent, qui n'arrivent pas à en avoir. Il y en a qui disent, depuis que j'ai lu votre livre, que je connais cette question d'effondrement, je veux plus d'enfants. Il a même plus d'activité sexuelle. Ou plus, parce que justement, c'est la fin, il faut en profiter. Il y a de tout, hein, franchement, il y a de tout. Pour les enfants, moi, je pense que... moi, ce que je crois, c'est qu'ils s'adaptent, en fait, super vite. Et comme moi, je suis plus adapté, disons, que mes grands-parents aujourd'hui, ou nos grands-parents, ils comprennent moins le monde d'aujourd'hui, la rapidité, tout ça. La plupart, en tout cas. Dans 30 ans, 2030, moi, je serai un vieux con réac et mes enfants, mes petits-enfants, ils sauront se débrouiller dans un monde low-tech, dévasté. Moi, je serai là, merde, comment on fait? C'est comme ça que tu le vois? Bah ouais, c'est un monde low-tech dévasté? Si ils survivent jusque-là. Ouais, ouais. Ben moi, j'ai pas choisi de naître à cette époque qui est pas forcément agréable.
voilà, Quel âge tu as? 39. On fait avec ce qu'on a, on se débrouille, quoi. Et eux, ils se débrouilleront aussi. Mais il y a vraiment un élan de vie qui est intéressant parce que les enfants, enfin, moi, pro- euh, ils m'ont renforcé dans mes convictions, dans dans cette pulsion de vie, d'aider les autres, de prendre soin de moi, de me connecter aux non-humains, aux sauvages. C'est pour les enfants qu'on est parti de la ville. Bon, ils étaient jeunes, des bébés, ils commençaient à marcher, on avait envie qu'ils soient dans la forêt, tu vois. Et je pense que ça a beaucoup fait pour mon parcours, pour me stabiliser, pour donner du sens. Enfin, moi, ça m'a donné beaucoup, ces enfants. Je pense, sans les enfants, je ne sais pas si je serais là aussi posé. Parce que c'est un sujet quand même super toxique. Bon, ils sont encore trop jeunes pour que je puisse leur parler de ça. Ils rentrent à peine, enfin, ils sont à maternelle, voilà. Mais j'hésiterai pas à en parler, hein. Moi, l'expérience que j'ai du public jeune, euh, ado, 14 ans, 13 ans, même j'ai fait une conférence, il y avait des enfants de 6-7 ans, pic pétrolier et tout, bon, parmi des adultes, hein, ça passe super bien. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il ne faut pas leur dire, qu'il faut leur cacher, qu'il faut adoucir le discours. Pas du tout, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut leur parler cash, justement, être aligné. Et les enfants, plus que tout le monde, ils sentent quand tu es aligné ou pas. Et ils détestent qu'on leur mente et qu'on leur cache des trucs. Et plus on est franc, moi j'ai une jeune fille, il y avait un public assez âgé, peut-être 200-300 personnes, c'était en Belgique. Au premier rang, une fille, elle devait avoir 14-15 ans au maximum. Je finis ma conf et c'est le temps des questions. La première question, c'est la plus dure. 1 minute de silence. Et puis elle se lève, la première, hein, devant tout le monde. Et elle a dit bah, merci. Moi, franchement, merci, ça me motive. Merci de votre franchise, d'avoir dit les choses. Bah, quand je vois ce que vous faites, j'ai de l'émotion même. Bah, j'ai envie de me bouger. Et toi, tous les vieux à côté, ils étaient. Et c'est arrivé, c'est pas qu'une fois, hein. La petite de 6 ans, le lendemain, elle racontait à ses parents, elle expliquait le pic pétrolier, que c'est génial, que ça, que. C'est génial. Pas c'est génial le pic pétrolier, mais c'est génial de comprendre ça. Mais c'est vrai que c'est génial. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir, j'ai eu des déclics intellectuels énormes. Ce bouquin, ouah, cet article, ouah, cet auteur, ouah, cette interview. Et j'ai envie de transmettre ces déclics que j'ai eus. Je trouve ça fascinant. Enfin, voilà. C'est positif. Dernière question, avant de te poser l'avant-dernière question. Dis-moi la vraie dernière question. Déjà Il est 21h02. D'autres questions internet? Non, ça va, t'as l'air fatigué. En Ouais, fait. j'étais parti pour des heures, là. Ah ouais. Qu'est-ce que tu veux rajouter quoi en fait? Qu'est-ce que je veux rajouter On On a fait le tour là, non? n'a jamais fait le tour, hein, c'est Ouais. énorme. C'est énorme. Moi, on a effleuré le sujet. Alors rentre un peu plus Je vous dedans. invite à lire le bouquin. Ouais. Non, bah, pour dire que là, on continue les recherches là-dessus. Donc, T'as pas fait le tour? ah bah non, non, non. Non, c'est ça qui est super frustrant. C'est parce que déjà, là, avec le bouquin sur l'entraide, pendant quelques mois, on a dû mettre un peu la collapsologie de côté. Le premier tome, parce qu'on pense à plusieurs tomes, on a accumulé une masse d'informations énorme et on a mis 10%. Je pense qu'on a dit 10% de ce qu'on voulait dire à l'époque. C'était en 2013-2014. Maintenant, on a accumulé mais encore beaucoup de choses. Donc il faut mettre à jour ces données et il faut creuser les autres pistes. Et dans les pistes, il y a des questions passionnantes sur les causes de l'effondrement, par exemple. Parce que nous, on s'est d'abord focusé sur les faits. On a été très neutre et très lisse. On n'a pas parlé de capitalisme, on n'a pas parlé de plein de choses, mais on a voulu s'accorder sur le plus petit dénominateur commun, les faits. Et après, les gens, ils se chamaillent sur les causes, mais c'est une grande question en collapsologique. Et puis sur qu'est-ce qu'on fait après. Ça, c'est une grande question. Elle n'est pas venue ce soir, hein, mais elle vient à chaque fois. Elle vient à chaque fois. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, tout le monde a sa théorie. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, moi, je pense qu'il faut faire ci, faire ça. Il faut s'acheter une cabane. Non, il faut faire une ville en transition. Mais non, il faut aller voter pour l'Europe, pour je sais pas quoi. Il faut élire Macron, j'en sais rien. Et tout le monde a sa théorie. Et donc, voilà, nous, je pense que au niveau collapsologique, dans les recherches en tout cas, ça, c'est les deux grandes questions. Travailler les causes et du coup, travailler qu'est-ce qu'on fait.
au niveau politique. Ce qui m'intéresse, c'est la question collective, la question politique, en fait. Mais j'ai découvert, et ouais, j'ai découvert qu'en fait, il faut pas trop se mettre à l'action rapidement, foncer tête baissée, Dans l'action politique? dans l'action, politique ou pas, hein, Ils mais sont ambivalents. Tu me dis que tu t'éloignes, ou du moins tu refuses la politique, mais tu t'y intéresses quand mais même. non, mais la politique politicienne au sens des partis, je veux Ah. dire, comment on appelle ça, les partis politiques. La caste. La démocratie représentative telle qu'on l'a, telle qu'on l'a dans nos pays, enfin, c'est un système qui me convient pas, qui est verrouillé, voilà. On va pas passer ces dernières minutes à parler de ça, mais Non, mais on peut je te trouve qu'il rajouter y a une heure, plein hein, de si tu leviers. veux. Non, mais il y a plein de leviers, et il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, hein. Il y a des gens qui disent il faut absolument créer un parti pour influencer, enfin se préparer à l'effondrement. Très bien. Et il y en a qui veulent réinvestir l'Europe. Très bien. Pour moi, c'est des échelles trop grandes. Euh, on a dépassé un seuil de convivialité, un seuil de taille critique, au-delà duquel les outils qu'on a créés se retournent contre nous. C'est un classique. Ivan Illich, les années 70, Schumacher, etc. Et là, c'est trop grand. Donc, il faut rester à taille dans l'action politique. Je pense que c'est intéressant d'investir la petite échelle. Je ne sais pas, municipale, départementale, etc. Mais même sans l'administration officielle, de réinvestir le collectif, quoi. Des manières de faire de la politique sans les partis. Et puis, non, ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est tout un chemin déjà. Réapprendre vivre ensemble, s'organiser, c'est énorme, c'est des années. On n'a pas été éduqué à ça. Démocratie directe, tout ça, on n'a aucune idée. Faire un potager, tu vois, retrouver des compétences du sauvage, se réensauvager, apprendre à faire un potager 5, 6, 10 ans, c'est énorme. Et puis il y a toute cette question qu'on n'a pas trop abordée, mais spirituelle, c'est-à-dire de transition intérieure, de comment on fait, comment on fait pour rester sain, de ne pas devenir fou. C'est aussi un parcours énorme et qui est très différent. Et on est super mal outillés, que ce soit pour les potagers, que ce soit spirituellement, que ce soit au niveau des outils démocratiques. On n'a pas du tout appris ça à l'école, dans nos sociétés, en tout cas en ville. La majorité des gens... Et du coup, ça met des années à acquérir ça, et on n'a pas ces années. C'est ça le problème. C'est qu'il faut s'y mettre sur tous les fronts. On a combien de temps? On n'a pas beaucoup de temps. Je pense que C'est nous, de pas notre beaucoup. vivant, notre vie va complètement changer. C'est pas pour nos enfants, c'est pour nous, quoi. Donc là, on est relativement protégés, on est en France. Dans nos pays, il y a une couche, un vernis technologique, Un filet social un filet social, tenu économique. par de la dette. C'est super fragile au niveau financier, et ça peut faire des contagions assez rapidement sur l'économie, sur la politique, avec des boucles de rétroaction. Un effet domino qui va bien. Ouais, avec le climat là-dedans qui met tout en tension, la géopolitique qui peut prendre comme C'est comment ils disent à l'armée? Un système overstretch. Ouais. Hyper tendu. Et James Howard Kunstler, tu vois, celui qui a fait The Long Emergency, un collapsologue américain, il fait on est clusterfuck. C'est une expression militaire pour dire c'est foutu, faut battre en retraite. Ben ouais, ça va être dur, mais ça va être dur. Mais voilà, si on avait la certitude que ça arrive pas, on ferait rien. Si on avait la certitude que ça arrive, qu'en 2050 il n'y a plus l'humanité, on ferait rien. Ce qui compte, c'est l'incertitude. C'est pour ça qu'il y a une pulsion de vie, une pulsion de mort. C'est pour ça qu'on va se bouger et on ne sait pas du tout ce qui va arriver. Tout est ouvert. T'as un patrimoine, tu le sécurises comment? Je ne sécurise pas. Tu le sécurises pas? Ben, j'ai pas grand-chose. Tu mets ça dans tes murs? Enfin, c'est plutôt... J'ai pas de mur solide. On ferme même pas notre porte. Enfin, on n'a pas de clé. Voilà, j'ai une bagnole. D'ailleurs, en montagne, c'est pour l'instant très utile. J'ai une carte bancaire, je vais au supermarché de temps en temps. Non. Enfin, moi, je pense que des compétences, je parlais de retour à la vie sauvage, mais il y a d'autres compétences super importantes. Apprendre à vivre en collectif. Je pense qu'il y a 2 domaines aussi essentiels. Bon, ça, c'est assez personnel, mais je pense qu'on en aura besoin. C'est
de côtoyer les réfugiés, d'apprendre, justement, ça apprend l'empathie, ça apprend à accueillir, ça apprend à se mettre à la place des autres. Parce que peut-être dans 10 ans, c'est nous qui irons gratter au barbelé de la Norvège ou du Danemark pour avoir un asile politique. On n'est jamais à l'abri de... On ne sait jamais. Donc pour moi, aller toucher cette question, vivre avec, c'est important. Et c'est une pratique, ça met des mois et des années à, tu vois, à être à l'aise avec ça. C'est vraiment délicat. Aller voir les Anjouanais à Mayotte, faire pousser des tomates au Mais là, milieu tu des prends l'avion pour y Mahorais, aller. Mais non, mais ici, il y a déjà Mahorais qui des les gens. exploitent. Enfin, la vallée de la Roya, mon frère a habité à la vallée de la Roya. Là-bas, c'est du sérieux. Hein. Des jeunes Érythréens mineurs qui passent l'école sans blouson, il fait -15. Et ils ont 2 ans dans des pays pas sympas du tout. Ouais, c'est vraiment dur. Donc moi, je pense que ça apprend beaucoup sur ce que c'est que vivre un effondrement. Parce qu'il y a des gens en ce moment-là, des pays, des régions, des gens qui sont déjà en train de vivre, qui ont vécu cet effondrement. Et donc sortir notre bulle de confort. Et puis la deuxième chose qui me paraît essentielle comme savoir à acquérir, c'est les soins palliatifs et l'accompagnement des mourants. Et aller se confronter à la mort, aller accompagner des gens, développer des capacités d'écoute, d'empathie, pour moi c'est essentiel pour les temps qui viennent. On n'est pas du tout habitué, je dis on, c'est la majorité des gens dans notre société, pas tous, hein, mais moi en tout cas, je ne suis pas du tout formé à ça. Et j'ai pas d'expérience de la mort, tu vois, et ça, je pense que ça va servir. Eh ben, il y a des unités de soins palliatifs volantes si vous voulez vous former. Voilà, il y en a plein en ce moment qui se baladent parce que ça coûte moins cher de laisser les vieux crever à la maison. Une question, tu vas pas pouvoir la répondre, mais je vais la poser quand même. Faut-il investir dans l'or, les crypto-monnaies? Bon, Ça m'intéresse pas, mais je sais qu'il y a plein de forums sur Internet. Pour moi, l'or, c'est une devise, comment dire, c'est une valeur... Refuge. Refuge, merci. Mais juste, pendant les crises financières, quelques jours, quelques semaines, c'est un truc pour retrouver ses billes, mais à long terme, c'est rien. Il vaut mieux investir des graines, c'est ça? Planter des graines et s'aimer. Bah ouais, mais quand tu vois la Grèce, il y a quelques années, où il y a eu un collapse quand même financier, économique, sérieux, ils ont fermé des hôpitaux et tout ça. Les échanges de graines, les potagers collectifs, c'était pas pour faire bisounours. Là, en Syrie aussi, il y a eu des... Le fait qu'ils scient les arbres pour se chauffer, ou des choses comme ça. Ah ouais, non, mais c'est du sérieux. Le fait qu'il n'y a plus de financement, plus de retraite, les médecins ne sont pas payés, et ben il y a eu autogestion dans le quartier de gens pour maintenir ouverte une maison de santé de quartier. On est dans le dur. En Grèce, en Syrie, il y a des jardins partagés en ville qui ont été créés, des bourses d'échange de graines et tout. Donc quand tu es dans la merde... Quand tu allais à la maternité en Grèce, il fallait payer, sinon ils ne te donnaient pas le gamin. Tu te rappelles pas de ça? Ah non, j'ai pas su ça. Puis on a vu des milices, puis on a revu des pathologies qu'on n'avait plus vues depuis des années. Ça aussi, ah non? Ouais. Ah non, mais attends, il y a 3 manières de mourir en masse. C'est ça. Guerre, maladie, famine. On n'y manquera pas. C'est les 3 manières qu'il y a de mourir en masse. Le climat, le pic pétrolier, tout ça, c'est des mots gentils, théoriques, des chiffres de scientifiques. Mais tout ça, c'est des effets de contagion qui débouchent toujours sur 3 choses. Guerre, maladie et famine. Et les 3 sont interconnectés et se nourrissent l'une et l'autre. Et il peut y avoir des causes climatiques, des causes... On n'arrivera pas à dénouer toutes les causes, mais ça termine toujours comme ça. Ouais. C'est sûr que si il n'y a plus personne pour ramasser nos déchets dans des villes ultra concentrées, ça va être compliqué de se préserver des épidémies. Hein? Ben ouais. Est-ce que tu as un conseil pour les jeunes générations? C'est pas un conseil, c'est juste... désolé. C'est juste m'excuser. Désolé pour... Tu vois, si on met une bouteille à la mer et qu'on la retrouve en 2050 ou en 2100, si jamais il y a quelqu'un qui la retrouve, c'est... désolé les gars, on est parti trop vite, on n'a pas rangé, on n'a pas remis les choses en place. On a foutu un bordel monstre et... Bon courage. C'est ça ton conseil? Vous aime. Ouais, bon courage, on vous aime, désolé. Tu as quelque chose à rajouter? Non. Pablo Servigne, merci. Merci. Coupé.